Bonsoir, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à Amadeus qui nous paye gracieusement ce lieu très sympathique. Et re-bienvenue à Blockchain Innov qui nous fait sa seconde présentation au sein d'Amadeus. Bonne presse. D'abord, merci Benoît pour l'accueil et aux équipes d'Amadeus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, Aurélien Lallemand et moi-même Julien Bonnel, donc cofondateur de l'association Blockchain Innov. Donc Aurélien, vice-président animation, et moi-même vice-président de l'association. On va en introduction, vous présenter rapidement l'association, sachant que cette session qui suit une session qui avait eu lieu le 24 janvier 2023, où nous avions fait une introduction au Web3, une présentation générale de la blockchain du Web3 et des perspectives. Là, on va se faire un focus sur les modèles économiques du Web3. Et c'est Benjamin Fuentes, qui est vice-président application décentralisée de Blockchain Innov, qui interviendra sur cette partie. Sachant que Benjamin est un expert Tezos, blockchain Tezos, chez Marigold, qui travaille exclusivement sur cette blockchain. Pour revenir à la présentation de Blockchain Innov, donc Blockchain Innov est une jeune association qui a fêté sa première année il y a quelques jours, le 12 avril plus précisément. Mais c'est une histoire qui a commencé il y a 3 ans déjà avec un collectif Côte d'Azur Blockchain Stamped qui s'était constitué pour organiser des événements autour de la blockchain, des conférences, des hackathons, en collaboration avec des hubs internationaux, notamment au Canada, en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique. Et nous avions décidé avec Aurélien de switcher de cette structure, de ce collectif qui n'avait aucune structure juridique, à une association nommée Blockchain Innov. Donc, pour revenir à l'association Blockchain Innov, je vais laisser Aurélien présenter nos 3 missions. Oui, trois missions. La première, effectivement, c'est de promouvoir les usages et les innovations autour de la blockchain, donc tout ce qui va être autour des cryptoactifs, des tokens, du Web3, des métavers aussi. On a fait une petite extension, même s'ils n'utilisent pas toujours la technologie. C'est bien sûr organiser des événements comme on fait ce soir. Alors c'est des événements, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais on ne veut pas prendre trop de temps, mais c'est des événements qui sont soit des événements conviviaux, des after-work qu'on fait régulièrement tous les mois, notamment entre Cannes, Sofia, Nice pour les locaux. Donc n'hésitez pas à venir si vous n'êtes jamais venu, c'est plutôt très sympa de voir la diversité des membres de l'association. Et puis des événements plus de découverte, de présentation, de pitch d'entreprises du Web3 qui sont plus ou moins avancées, ou effectivement d'acculturation aussi, comme on fait ce soir avec des experts. Et puis c'est avant tout aussi de la mise en relation d'une communauté qui n'est pas encore très importante, ça reste encore un petit monde, le Web3. Et donc c'est effectivement essayer de coordonner ces acteurs et ces usagers de la blockchain. Et la particularité de l'association par rapport à beaucoup d'autres associations autour de la blockchain du Web3 qui existent, c'est qu'on est très hétérogène, c'est qu'on va regrouper aussi bien des experts technologiques, experts fonctionnels de la blockchain, acteurs de la blockchain, mais aussi usagers qui s'intéressent à la blockchain sans en avoir l'expertise et qui veulent monter en compétences, et voir des novices qui nous rejoignent pour monter en compétences aussi. Donc cette hétérogénéité de l'association, on va la retrouver dans notre gouvernance, dans notre board, où dans notre board, on va avoir aussi bien des experts de la blockchain comme Benjamin, des entrepreneurs qui construisent des projets autour de la blockchain et du Web3, des juristes, des consuls, des investisseurs. C'est vraiment cette particularité-là de regrouper tous ces acteurs, tout cet écosystème, et dans nos événements de rencontres, des afterwork, de mise en relation, il y a une très bonne ambiance parce que des profils qui n'auraient pas tendance à se parler dans la vraie vie se retrouvent
dans un moment convivial autour d'une thématique que chacun apprécie et dans laquelle chacun croit beaucoup, la blockchain et le Web3. Donc c'est vraiment la particularité de l'association. On est une association, donc on a pour objectif principal d'explorer et de promouvoir les innovations de la blockchain. Ils sont très larges, très nombreux, et pour ça on fonctionne par groupe de travail. Donc on a vu, on a une grosse gouvernance avec beaucoup de vice-présidents, mais ces vice-présidents animent des groupes de travail qui impliquent l'ensemble de nos membres. Et on va avoir des groupes de travail aussi bien sur les aspects crypto, technologiques, NFT, que transverse, tout ce qui est légal, juridique, et aussi des groupes de travail horizontaux, comme l'immobilier par exemple. Donc on a énormément de chantiers en cours. Donc je vais sauter ça. Donc bien sûr, on est une association responsable, hein, donc on s'est fixé des règles éthiques qu'on suit. Et surtout, je vais laisser la parole à Aurélien, on est dans l'action. Tout à fait, avec une petite frise qu'on vous montre sur les événements qui ont déjà eu lieu en 2023. Ça retrouve, je ne vais pas tous les faire parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais en gros, vous voyez qu'on est partenaire d'événements assez importants, Académie du Mécavert, Crypto Tour, etc. On fait pas mal d'afterwork, y compris pas seulement dans la région. On a fait aussi sur Marseille, dernièrement effectivement sur Montpellier. On avait fait un sur Paris, parce qu'on a des membres qui commencent à nous rejoindre d'un peu partout. Et puis on a fait un événement aussi assez phare qui est l'International Blockchain Week, qui est effectivement une semaine de journées où on a des conférences qui sont délivrées sur plusieurs continents, avec chacun une journée associée et des experts de nos différents écosystèmes. Donc là, on l'avait fait notamment avec le Canada, avec le Sud-Ouest, avec une partie Afrique. Et puis ça va encore se développer. Voilà, et pour passer rapidement en revue ces types d'événements, donc les événements Afterwork pour mettre en relation notre communauté. Hein. Donc Afterwork, comme l'a dit Aurélien, sur Cannes, Nice, Sophia Antipolis, mais aussi à Montpellier, à Paris, et ça va se développer dans d'autres villes. À côté de ces formats Afterwork, on a des formats After Web 3 et Atelier Web 3 qui sont des formats plus à contenu où on va mixer conférences, keynote et mise en avant de projets de la communauté Blockchain Innov. On a des actions d'acculturation et de sensibilisation à la blockchain et aux usages du Web 3, notamment avec des pôles de compétitivité. On a été intervenu à Avignon au mois d'octobre dernier à la journée de la naturalité pour sensibiliser à l'usage de la blockchain pour tout ce qui est traçabilité dans l'agroalimentaire, dans la naturalité. On est intervenu en novembre dans un séminaire de l'Université Côte d'Azur autour de la durabilité, du numérique de la durabilité. Et on a animé une demi-journée sur la blockchain et la durabilité. On intervient sur un groupe de travail parlementaire autour des thématiques de financement de l'économie verte, notamment de la réindustrialisation française. Et parmi ces objectifs de réindustrialisation de l'industrie, donc le retour de l'industrie en France, il y a une notion forte de financement et on travaille sur ces thématiques, comment financer de manière directe ou indirecte via les cryptos qui prennent de plus en plus d'importance. On a aussi une thématique forte sur l'usage des blockchains dans des projets à impact positif. Donc on a un certain nombre de projets dans notre communauté qui ont des impacts positifs forts et qu'on met en avant sur ces groupes de travail parlementaires. Donc une sensibilisation aussi dans des événements de ce type. Aussi lors du Festival international de l'intelligence artificielle qui s'est tenu au mois de février à Cannes, où on a accompagné le salon sur la mise en œuvre d'expériences Web3 via des NFT qui permettaient de faire un mix entre le Web3 et le physique dans le salon, et le physique aussi par des expériences
dans des sites de Cannes, hôtellerie, restauration. On est intervenu il y a quelques jours sur Cannes aussi, un événement autour du Web3 et du cinéma et des industries créatives et culturelles avec le projet Capcom, de la diversité du cinéma française, qui travaille sur tout un écosystème pour financer le cinéma via la blockchain. Et aussi le groupe Partouche, donc groupe de loisirs qui s'est fortement investi dans le Web3 dans un club nommé Joker. On anime aussi des formats digitaux avec des newsletters et des web télé. On anime, donc historiquement, le Blockchain Stampede, c'était un collectif international. Nos partenaires à l'international nous ont fait le privilège de nous suivre dans l'aventure Blockchain Innov, et on organise des événements sous la bannière internationale Blockchain Innov Alliance, qui associe un certain nombre d'acteurs en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe. On a organisé 2 événements depuis le début de l'année. En février, une semaine entière autour du Web3, la blockchain, avec des thématiques sur les différents hubs qui ont participé. Et le 20 mars, pour la journée internationale de la francophonie, une journée entière où on a traité de la blockchain du Web3 sur les 3 continents, avec un soutien fort aussi de David Disnard en tant que maire de Cannes, président de la métropole Cannes-les-Reims, et aussi président de l'AMF, l'Association des maires de France, qui est venu faire une petite intervention pour mettre en avant tout le bien qu'il pensait du Web3 et de la blockchain, notamment pour les industries créatives et culturelles et le cinéma. Voilà, on ne va pas aller plus loin sur nos prochains hackathons en 2024, maintenant en février. On a beaucoup d'événements partenaires aussi, avec des pôles de compétitivité comme le pôle de compétitivité finance innovation qui regroupe tous les acteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier, comme Cryptosphère, qui est une association qui œuvre dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, comme avec Simplon qui a lancé l'Académie du Métaverse sur Marseille et sur Nice en fin d'année dernière. Et comme prochain événement phare pour nous, comme avec le Festival de Cannes, où Blockchain Innov sera présent dans le marché du film. Il y a depuis plusieurs années un salon de l'innovation technologique pour le monde du cinéma, des industries créatives et culturelles, qui se nomme le Cannes Next. Depuis l'année dernière, il y a une forte mise en avant de tout ce qui est Web3, blockchain, tokenisation, et donc on y sera présent. Et on va aussi animer une matinale qui va faire la liaison entre les acteurs qui seront sur le marché du film, les acteurs de l'innovation qui seront sur le marché du film, et les acteurs innovation de Cannes, notamment de Bastide Rouge, donc avec la pépinière d'entreprise et tout ce qui est Créatesse sur la partie académique, avec pas mal de projets autour de tout ce qui est XR, métaverse et aussi blockchain pour le cinéma. Et on arrive au bout. Donc j'en ai parlé, Focus Partenaire, donc une association ouverte à tous. Je redonne la parole un peu à Aurélien. Oui, bien sûr. Ouvert à tous, à toutes, qui soient curieux, soit ont des projets effectivement en Web3. Donc très accessible, hein. Cotisation annuelle pour une personne physique, c'est 15 € par an. Et puis on peut rentrer aussi avec sa structure, en fonction de la taille de sa structure. Donc si on est tout seul en micro-entreprise, on est sur du 200 € annuel. Et puis vous voyez le barème, hein, progressivement ça monte en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà, donc on l'a fait volontairement pour que ce ne soit pas un frein aussi pour nous rejoindre. Ouais, ce qui est important aussi, c'est qu'on apporte des services complémentaires aux entreprises, notamment via... Vas-y Aurélien. Oui, c'est quelque chose qu'on va développer un peu plus pour les structures qui nous rejoignent. Donc vous avez un projet professionnel, vous avez une structure qui est déjà créée, qui porte sur le Web3, ou simplement une Web2 qui se pose la question de se dire quelle est mon opportunité d'aller sur du Web3 en termes d'avantages concurrentiels, en termes de bénéfices monétisables.
Du coup, on se dit comment on peut les aider. Et ça tombe bien, on a une communauté avec des experts dans plein de domaines différents, aussi bien sur la stratégie d'entreprise, aussi bien sur le côté technique, technologique, aussi bien sur le côté stratégie financière, sur plein d'aspects de développement très importants dans le cadre d'une entreprise. Et donc, on commence à tester des premiers formats d'audit, d'accompagnement, avec des experts dans leur domaine, avec une mise en confiance, puisque ça se fait dans le cadre de l'association. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aider des projets de la région ou plus largement du territoire à se développer. L'objectif de toute façon aussi de l'association, c'est de favoriser les entraides entre les membres, les entreprises et faire fonctionner au mieux l'intelligence collective. Donc on va laisser la place à Benjamin. Donc Benjamin qui est vraiment bien placé pour animer cet atelier autour des modèles économiques du Web3, puisque, comme je le disais, Benjamin est un expert de Tezos au sein de Marigold, qui est le partenaire un des plus gros partenaires privilégiés de Tezos pour mettre en œuvre cette blockchain qui est quand même largement connue. Et Benjamin accompagne un certain nombre de startups, de projets qui visent à intégrer cette blockchain. Et donc il y a cette problématique souvent de comment on fait le switch entre le Web 2 et le Web 3 et quel modèle économique on va constituer dans le Web 3 pour arriver à porter un projet Web 2. Parce qu'il n'y a pas que des projets Web 3 nouveaux, hein, il y a aussi des acteurs du Web 2 qui réfléchissent comment aller sur le Web 3. Donc on va faire un switch de PC rapide. Merci Benjamin. Alors on va essayer de voir si ça marche. Donc ici le Wi-Fi coupe Google Docs, mais on dirait qu'on a YouTube, donc ça tombe bien, j'avais une petite vidéo d'introduction. On va voir si ça passe. Normal qu'il n'y ait pas trop de son, c'est pas grave. Ok, donc ça, on va commencer par une vidéo d'introduction. Ah, si, il y a du son. Je vais le baisser. Ah, merci. Donc c'est pour montrer ici que c'est une application Web3 mobile. Parce que les gens pensent qu'on ne peut pas faire grand chose dans du Web3. Je vais vous montrer en fait que j'ai déployé un jeu sur Google Play. Ah, ok, donc c'est un jeu Google Play, c'est un jeu Android qui est totalement Web3. Alors là j'ai montré une vue web parce que c'est pas facile avec deux téléphones montrer comment ça marche. Donc il y a deux joueurs, Shifumi que tout le monde connaît je pense, le jeu pierre, papier, feuille et ciseaux quoi. Donc ça va un peu vite, mais en gros on a deux joueurs qui se connectent à travers d'une wallet. Donc ça c'est une grosse différence. On voit ici une connexion à gauche. On a Bob et Alice en fait qui se connectent. Et une autre connexion qui va se faire à droite. Donc à gauche on a Alice, je reconnais l'adresse en fait. Et à droite il y a Bob qui va se connecter. Donc première grosse différence, on utilise des wallets et donc des identités qui ne sont pas à travers un IDP traditionnel. On ne va pas se connecter avec un IDP de Google, Facebook, etc. On va utiliser sa connexion avec sa wallet. Donc là, je suis un petit peu en mode web. Donc je vais me connecter avec mon extension au niveau du browser. Parce que ma wallet, c'est une hot wallet, elle est dans le browser. Là, si je suis sur mon mobile, il va me proposer de me connecter soit avec un wallet sur mon mobile qui est installé, soit avec ce qu'on appelle une web wallet. C'est-à-dire un truc un peu spécial qui permet de se connecter avec des social accounts. Donc une fois qu'on est connecté, je pense que c'est bon. Bon là on peut naviguer, etc. Les règles du jeu, bon je pense que tout le monde les connaît. Et là on va préparer un nouveau jeu. Donc on démarre une session de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Donc là je copie l'adresse en fait de Bob pour pouvoir l'inviter en fait à ma session du jeu. Et là tout de suite je crée une session. Donc là je crée une action, je modifie l'état de la blockchain et il me demande de confirmer au niveau de ma wallet. Donc je peux voir le payload de ce qui passe durant cette phase-là. Ici il y a Bob qui va essayer de rafraîchir. Il voit le jeu. Il faut comprendre que le backend derrière c'est un smart contract et le smart contract c'est du lambda quoi, c'est du function comme dans le cloud. C'est exécuté à la demande. Désolé, je parle un petit peu technique, mais après ça sera beaucoup moins. Donc là, on voit il y a
il y a Alice qui vient de jouer un mouvement. Maintenant, c'est au tour de Bob. Donc, on va passer à chaque fois par des validations de wallet parce qu'on modifie l'état du système derrière. On voit très bien la confirmation avec... Ici même, chaque fois qu'on joue, on va poser une unité de token en dépôt. Pourquoi? Parce que le joueur qui va gagner à la fin de la partie va récupérer tous les dépôts d'argent qui se font au fur et à mesure. Il n'y a aucune intégration avec des systèmes tiers de paiement. Tout le jeu se fait autour de la currency native, de la monnaie qui est native dans le système. Là, en fait, en plus, il y a des événements. Donc là, c'est le smart contract qui m'a envoyé un événement que j'ai catché au niveau de mon application pour pouvoir avoir quelque chose de très fluide. Donc, ce que vous avez vu là, c'est en temps réel. Alors, on dit souvent que les blockchains, c'est très lent. Oui, il y en a énormément qui sont très longs, parce que c'est ça. Hop, c'est les pubs de YouTube. On va les enlever. Là, c'est fini. Super, les pubs de YouTube. Ah. Attends, je vais mettre en plein écran. Voyons si ça marche. Merci beaucoup. Attends, je vais essayer de... On voit pas bien. Je vais juste recadrer un peu. Voilà, ça devrait passer sur cette définition. Donc, ok, on a vu l'introduction, je pense que vous avez compris. Alors moi, je suis un profil technique, mais aujourd'hui, j'ai essayé de ne pas parler trop technique, ça c'est fait. Maintenant, je vais essayer de parler plus dans la partie business case et comprendre le modèle économique qui est derrière en fait ce jeu-là. Alors moi, je suis tech, juste pour savoir qui est technique ici. Ouh, ça, il n'y en a pas trop. Donc le reste, je suppose, vous êtes plutôt business. On va dire que oui. Combien de personnes sont de chez Amadeus? Juste pour savoir. Ok, une moitié. Ouais. Ok. Donc moi je suis technique chez Marigold, c'est une des boîtes qui travaille pour la Tezos Foundation, donc c'est une des blockchains. Pour information, c'est la deuxième blockchain utilisée en France. Je compte pas Bitcoin. Bitcoin, c'est pas pour faire des applications décentralisées. La première, bien sûr, tout le monde la connaît, c'est Ethereum. Et la deuxième en France, c'est Tezos. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Alors pourquoi ce talk? Je me suis aperçu qu'en fait les gens qui parlent souvent du Web3, ils savent pas vraiment ce que c'est. On voit moi j'ai travaillé dans plusieurs industries avant, et il y a des gens qui pendant des années parlent des mêmes slides. Donc on va pas parler de l'industrie 4.0, ça fait des années qu'on en parle. On voit toujours les mêmes slides. En fait, tous les gens qui en parlent, ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ils balancent tout le temps les mêmes slides qu'ils ont vu d'autres gens. Et pourtant, il y a des gens qui en savent, ils n'en parlent pas assez. Donc moi, je connais plein de gens qui travaillent dans la blockchain, ils sont très très forts, mais ils ne parlent pas de ce qu'ils font. Ils gardent leurs connaissances pour eux, soit ils n'ont pas le temps, soit ça ne les amuse pas de dire de ce qu'ils savent aux autres. Donc, un petit mot sur Bitcoin, on fait pas de DApp sur Bitcoin, hein, ok, on échange la monnaie qui est le Bitcoin, c'est tout. Voilà, on entend souvent crypto, le Web3. Ok, il y a des cryptos, mais c'est pas que ça. Les applications décentralisées, on peut faire énormément de choses. On a vu, il y a un jeu, voilà, qui tourne sur un mobile. C'est pas du tout de la crypto. Et on voit beaucoup de marketing autour de ok, moi je fais un pitch, je suis du Web3, allez-y, fondez-moi, etc. Et on s'aperçoit en fait que la partie Web3, elle n'est pas du tout représentative du produit. Elle représente moins de 10% en fait, du produit. Donc on se dit Web3, mais en fait quand on est Web3, soit on est 100% Web3, soit on est Web 2.5 ou quelque chose entre les deux. Mais c'est pas vraiment du Web3. À partir du moment moi je joins une application, on me dit de me loguer avec un login password, un truc comme ça. Déjà ça sent mauvais, c'est pas du Web3 pour moi. On commence même pas à parler de wallet, rien du tout. Ça veut dire que derrière il y a un back-end avec quelque chose de centralisé. Voilà. Et on ne parle pas du tout de l'aspect économique. Donc on a beaucoup de gens qui parlent effectivement des cryptos, de la spéculation, etc. On a beaucoup de gens techniques qui parlent de consensus, etc., de la technique. Mais au niveau du modèle économique, ça tourne en rond parce que les gens qui sont du business, ils ne comprennent pas vraiment quel est l'avantage en fait
d'aller sur du Web 3. Pourquoi j'irais sur du Web 3? Il y a des gens qui me parlent technique, j'y comprends rien. Et là, ils me disent il faut acheter des cryptos, des shitcoins. Ok, bah, soit je fais pareil qu'eux, soit je sais pas quoi faire d'autre en fait. Donc on va essayer de rentrer un peu plus dans les définitions de base et essayer de voir qu'est-ce qui est différent après point par point. Bon, on est obligé de parler un petit peu de l'origine du web rapidement. Bon, tout le monde connaît le web 1.0. Bon, voilà, on avait des serveurs documents clients. Voilà, la connaissance gratuite à portée de tous, c'est ce qui résume un petit peu le web 1. Il n'y avait pas vraiment encore d'économie. On avait des documents, on faisait du Wikipédia en gros. On disait regardez, j'ai des connaissances, regardez c'est chouette, regardez ce que je fais, ce que je connais, et je partage mes connaissances. Bon, c'était un peu ça. Et puis on était perdus. Donc on va trouver une page. Oh, ok, il y a une URL. Oh, déjà c'est compliqué, il faut expliquer ce que c'est une URL. Et puis comment je trouve mes documents, ils sont où? Donc il y a les premiers moteurs de recherche qui sont apparus. Google, Netscape, Yahoo, tout ça, ça s'est engouffré un petit peu dans ce modèle-là en disant bah, je vais proposer des services pour aller trouver mes pages. Voilà, ça a commencé comme ça. Puis est arrivé le Web 2, donc à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. En gros, c'est l'avènement des GAFAM, hein, des gros du web, des gros pionniers qui sont grossis. Bon, il y en a qui ont disparu, mais il y en a beaucoup qui sont restés et qui sont toujours là aujourd'hui. Et malheureusement, une partie aussi, voilà, c'est le cache, c'est la destruction de la vie privée. C'est un peu les deux balances qu'il y a eu, qu'on a vu ces dernières années. Donc voilà, ça c'est les GAFAM. Donc là, on est sur du solide, on arrive sur du Web 2.0. Voilà, c'est le Web d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on a on a la monétisation des API. Donc ça, c'est là où ça génère énormément de revenus aujourd'hui. Bon, il y a autour de la publicité, etc. Le big data, voilà, tout ce qui est vente de données et analyse de données. Donc ça, c'est le gros business. On a une révolution un petit peu technique hein, de notre côté, où on a pas mal de rationalisation en fait, au niveau des développements informatiques concernant le cloud. Donc on a une rationalisation des outils, ça déploie facilement, on fait des bénéfices, on a des croissances à deux chiffres. Et puis en 2008 est apparu un truc bizarre qui s'appelait Bitcoin, que personne n'a repéré vraiment en fait, il faut le dire, à part les geeks qui étaient un petit peu sur les réseaux. Ils se sont dit bon, qu'est-ce que c'est ce machin? Bah, Bitcoin, c'était le premier asset digital non copiable et non centralisé. Voilà ce que c'était. Donc il n'y a personne qui a vraiment trop compris au départ. Il y a des gens en fait pendant des années ils ont essayé de faire ça. Ils ont essayé plein de systèmes différents, mais c'était toujours pareil. Il y a un fichier, je fais clic droit, copy-paste. Bah voilà, j'ai dupliqué mon asset. C'est très facile avec des trucs digitaux. Avec le réel, c'est moins facile de dupliquer des pièces d'or. Là, voilà, sur ordinateur, c'est assez facile de copier des fichiers. Donc ils se sont dit, pendant la journée, c'est impossible. Et puis en 2008, il y a un mec qui a réussi à dire que c'était possible. On pouvait créer des assets digitaux qui étaient non copiables et non centralisés. Forcément, centralisé, c'est facile. Du coup, il y a un ensemble de technologies qui est apparu et qu'on a appelé la blockchain. En fait, la blockchain, c'est juste un ensemble de technologies qui ont été mises ensemble. Et ensuite, il y a eu un consensus qui a permis de régler ce problème de double spending au niveau des assets digitaux. Et le Bitcoin existe toujours aujourd'hui. Hein. Il n'est toujours pas mort. Donc ça prouve bien que techniquement, il y a quelque chose. Et c'est pas juste la technique, c'est aussi de la théorie des jeux. Parce que si on regarde vraiment techniquement, ça ne devrait pas marcher, mais pourtant ça marche. Bon, alors Bitcoin, on a vu, ça sert à faire des transferts d'un asset digital qui s'appelle le Bitcoin. Et puis il y a des gens qui se sont dit, bon ok, c'est chouette, on s'envoie des trucs uniques, là, digitaux, c'est chouette. On a résolu peut-être le problème de l'argent. On va créer de l'argent voilà, qui n'appartient à personne, il n'y a aucun État. Ok, soit. Donc il y a des gens qui se sont arrêtés là, ils ont dit c'est très bien, on reste sur Bitcoin, il ne faut pas que ça évolue, c'est très bien comme ça. Bon, on ne va pas parler des défauts de Bitcoin, mais il y a d'autres gens qui se sont dit, bon, ok, d'accord, on a une nouvelle technologie, ça s'appelle la blockchain. Est-ce qu'on peut faire autre chose que juste transférer des assets numériques quoi. Et ils se sont dit, bon, on va essayer de faire des vraies applications, mais on va utiliser la technologie blockchain pour que ça soit le support en fait de ces applications, l'infrastructure, si vous voulez, de nouvelles applications. On peut remonter à longtemps. Hein. Yannick Sasbo,
Bon, il avait commencé des projets comme BitGold, tout ça. Il commençait à sentir un petit peu le Bitcoin il y a quelques années. Alors, regardez, en 96, hein, il a sorti ce truc-là. Il parlait déjà des contrats. Il ne parlait pas forcément d'argent numérique à l'époque. Hein. Il parlait de contrats intelligents. C'est marrant, en 96. Et il disait que ce serait bien de les programmer de façon programmatique, en fait. Voilà, de les mettre sous format de fichiers exécutables, ces contrats-là. Il parle de contrats de la vie courante, pas de contrats... Il dit on va les mettre dans une machine. Voilà, il les met en bas. Et ils tourneront comme ça, de façon sécurisée, décentralisée. 96. Bon, on a eu Gavin Wood en 2014 qui est arrivé, donc ça c'est un des fondateurs de Ethereum. J'ai pris la meilleure photo de lui. Et lui donne une bonne définition en fait. Moi je pense que c'est la plus sincère de ce qu'est le Web 3, parce que c'est pas facile de dire ce que c'est le Web 3. Surtout qu'on entend beaucoup de choses sous l'ombrella Web 3, on entend du métaverse et des trucs comme ça. Bon, je vais garder la définition de Gavin Wood. Web 3, c'est une sorte d'alternative, d'une vision alternative du web, où les services vont être utilisés et ne vont pas être hostés par une seule service provider, donc par une seule instance, une compagnie centralisée, mais va être en quelque sorte une chose algorithmique qui sera hostée par tout le monde. Donc ça ressemble à du peer-to-peer, il en dit juste après. C'est vraiment comme le peer-to-peer. Donc il parle d'un réseau en fait mondial qui appartient à tout le monde. C'est ça qu'il veut dire. Donc c'est pas un cloud provider qui appartient à Google, quoi. C'est pas GCP, quoi. Il parle d'un réseau mondial d'ordinateurs et ce service-là, il est au service de tout le monde. Okay, pas d'une minorité de personnes ni d'une compagnie. Et l'idée est que tous les participants vont contribuer à une petite part de ce service-là. Alors ça reste assez vague. En fait, il y a plusieurs façons de participer au niveau d'un réseau, d'un network. Soit vous vous mettez dans l'infrastructure elle-même, d'accord, vous êtes un nœud du réseau, donc vous donnez un service qui est de maintenir ce réseau-là. Ok, vous voulez voir comme ça. Et une autre façon, c'est de dire que vous allez mettre des services sur la blockchain à disposition d'autres personnes. Donc là, on arrive carrément sur un provider d'API. Donc on va dire, je vais donner mon produit sur la blockchain, je vais l'installer sur l'infrastructure. Ça va donner un service à tout le monde va l'utiliser. Donc tout le monde sera content, ça va créer de la valeur en fait. Donc on a le début du Web 3. Pour moi, c'est l'application décentralisée qui ont commencé à apparaître. Alors, juste sur la partie technique, on va faire une comparaison par rapport aux outils de développement. On retrouve beaucoup de choses qui sont du Web 2. Okay, là, on est sur un Android Store, Google Play. Là, on a des applications, enfin, on connaît ça, c'est pour faire du mobile sur Android. Okay, il n'y a rien de différent. Les langages, je vais vous dire que l'application elle est faite en Ionic pour ceux qui connaissent. Donc c'est du Ionic avec du React classique, c'est du Web 2. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ce qui diffère maintenant, les langages que vous allez faire par contre du côté de la blockchain, ils vont être légèrement différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais disons que vous allez utiliser des choses qui se rassemblent à du TypeScript, mais qui vont être beaucoup moins permissifs que le TypeScript, et qui permettent en fait d'avoir un aspect déterministe en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est obligatoire au niveau de la blockchain. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais disons que c'est des choses qu'un développeur qui vient du web, il est capable par exemple de programmer en Solidity ou en Ligo assez rapidement parce que c'est des langages qu'il connaît déjà. C'est du TypeScript. Au niveau de l'identité, vous êtes obligé de passer par une wallet. Voilà, ce que je disais, ça c'est une différence. Il faut passer par une wallet à un moment donné parce qu'il vous faut une identité. Et cette identité-là, vous ne pouvez pas la raccrocher à un IDP classique. Vous ne pouvez pas dire c'est lui qui va me donner, parce que l'autre personne qui a un IDP est une personne centralisée, et là ça casse tout le schéma en fait. Donc il vous faut quelqu'un qui vous fournisse une identité de façon décentralisée, et la meilleure façon de faire ça, c'est à travers une wallet. Alors, pour un aparté, il y a des gens qui ne veulent pas utiliser de wallet et faire du Web 3. Est-ce que c'est possible? Il y a quelques solutions. Il y a ce qu'on appelle des web wallets.
Une web wallet elle permet en fait de se connecter avec un social account comme Google, Facebook, etc. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de générer une clé privée. OK ? Et vous pouvez utiliser la clé privée par recomposition. Vous allez la récupérer avec un espèce de jeu de preuve pour pouvoir signer des transactions. Ça évite d'installer une wallet, mais vous avez une clé privée pour signer des transactions. Pour moi, c'est du Web3 à partir du moment où vous êtes le propriétaire et le seul propriétaire de cette clé. Okay, c'est des techniques un peu spéciales. Toute identité est un pseudonyme. Donc, dans toutes les blockchains, c'est pareil. Vous êtes des pseudonymes. Donc, si vous voulez faire du deal, du business en ligne, par défaut, vous êtes pseudonyme. Donc, personne ne connaît votre identité, à moins que vous la révélez ou la liez à un social account. Ça peut être un problème. On le voit avec la loi MiCA, qui vient de passer il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de choses dans la loi MiCA qui requièrent un KYC, un Know Your Customer. Donc, il faut y penser. Quand je fais une application, là, Shifumi, il y a 2 personnes qui se connectent, elles ne se connaissent pas. Il y a 2 adresses. Bon, là, c'est Bob et Alice, donc je les connais, mais disons que quelqu'un qui se connecte sur le truc, qui fait « Ok, je vais jouer avec ce joueur. Je ne sais pas avec qui je joue. Pourtant, il y a un jeu d'argent. Qu'est-ce qui se passe au niveau légal ?» Ça, c'est des questions à se poser. À partir du moment où il y a du jeu d'argent, la loi MiCA n'est pas très claire sur ce cas-là, parce que c'est un peu ambigu. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un jeu décentralisé. J'ai aucun moyen d'arrêter ce jeu aujourd'hui. Il tourne sur votre téléphone. Vous pouvez jouer avec n'importe qui. Moi, en tant que créateur, je l'ai mis à disposition sur Android, sur Google Play. J'ai aucun moyen d'arrêter ce jeu aujourd'hui. J'aurais pu mettre un accès admin, casser un peu le modèle 3, faire 2-3 trucs, etc. Mettre des commissions en place. Là, du coup, je suis sous la loi MiCA. Mais comme j'ai aucun accès et j'ai aucun moyen d'arrêter ce jeu, moi, je suis juste mis à disposition le code qui tourne en lambda. Il est complètement décentralisé sous la loi MiCA, donc je ne suis même pas attaquable, normalement. Ok, c'est un aspect important quand même. Ah, on arrive sur les coûts. Alors, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte de déployer mon application? À peu près $1. C'est le prix de déployer mon application. Une fois. On le paye une fois au déploiement. En général, on ne va pas la mettre à jour. Vous savez très bien que en fait, dans les blockchains, les smart contracts ne peuvent pas être upgradés, même s'il y a des techniques pour le faire, mais du coup, c'est plus trop le trust. Mais bon, il y a moyen quand même. Disons que là, je le déploie qu'une seule fois, ça va me coûter $1. $1, je vais payer, c'est fini. Quels sont les coûts de transaction? Donc à chaque fois, on voit ici les coûts de transaction. Là, c'est quelques centimes, on voit. Là, il me coûte cher parce que là, le payload est un peu plus gros. Mais c'est quelques centimes, on est à 2 centimes. 2 centimes pour passer une transaction. Est-ce que c'est cher? Bon, je trouve que c'est pas énorme, c'est pas exorbitant. Ici, on a un truc particulier. Ici, on est en train de mettre dans le pot, là, un thèse. C'est le truc que je disais. On est en train de jouer un mouvement et on demande à l'utilisateur, ok, si tu veux jouer un mouvement, tu mets un thèse et à la fin, celui qui a gagné la partie va récupérer en fait tout ce truc-là. Donc ça, c'est juste une caution. Donc je lui demande de mettre une caution à chaque fois. Il va aller dans le smart contract, il va stocker et à la fin du jeu, il va être automatiquement renvoyé vers le hacker. Comme je dis, je n'ai pas la main dessus. Il n'y a pas de serveur qui va dire, ok, attendez, je vais regarder. Tout est codé dans le smart contract depuis le départ. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah les coûts d'infrastructure, bah 0. Je paye 0 aujourd'hui tous les mois, comme je disais. Là, je paie rien. Mon jeu, il tourne et ça me coûte 0 tous les mois. Et c'est pas une blague. Je peux le prouver qu'il me coûte 0. Bah c'est très facile. La partie front, donc l'application mobile, combien me coûte? Je parle pas en développement. Hein. En développement me coûte un développement normal, Web 2, Web 3, ça n'a pas de différence. Combien me coûte d'infrastructure tous les mois? Il me coûte 0 la partie mobile. Pourquoi? Parce que c'est vous qui faites tourner le jeu sur votre téléphone. C'est pas moi, c'est votre électricité, c'est votre matériel. Donc c'est 0. La partie qui est la partie blockchain,
Combien va me coûter tous les mois? Encore 0. Pourquoi encore 0? C'est parce que, je l'ai expliqué au niveau technique, ce sont des lambda, des fonctions en fait, qui tournent sur un cloud. Tezos, c'est un cloud. Une blockchain, c'est un cloud. Ok, vous avez du compute, du storage. Donc combien ça me coûte de faire tourner la lambda? 0. Pourquoi? Parce que celui qui va payer la transaction, c'est l'utilisateur final. Moi, en tant qu'éditeur, il va rien me coûter. L'utilisateur final, et c'est là qu'il faut tout comprendre, le coût de la transaction est payé par l'utilisateur final. Ça, c'est le modèle Web3. Vous n'avez pas moyen de le changer. Hein. Toutes les blockchains, c'est pareil. Donc, l'éditeur ne va rien payer. C'est l'utilisateur qui va payer ses 2 centimes à chaque fois qu'il va demander une exécution du smart contract. Bah, la monnaie digitale est inclue. Hein. Donc, c'est la monnaie native de votre système. Donc là, c'est des thèses. Vous n'avez pas le codé. Quand vous passez une transaction, vous avez la possibilité de rajouter une partie financière qui est en fait ici un dépôt de 1 thèse. Et le gaz, il va être récupéré directement de votre wallet. Vous allez le payer. Le gaz, ça représente en fait 2 choses. La première partie, les gas fees, c'est pour le temps d'exécution de votre lambda. Ça représente ça en fait, c'est le coût qui représente pas grand chose. Donc c'est extrêmement rapide, vous voyez, ce qui ne coûte pas grand chose. Vous avez payé le plus ici en fait, c'est le storage. Donc c'est la partie où vous allez stocker en fait ici, parce qu'il se passe quand vous jouez, vous allez stocker une preuve encryptée de votre mouvement. Je ne vais pas vous tuer, mais disons qu'il faut stocker la preuve encryptée de votre mouvement, ça prend un peu de place, vous payez 2 centimes pour ça. Ok. Et voilà. Il n'y a pas de connexion à PayPal ou etc. Tout est inclus dans le jeu. Et dans mon smart contract, je peux appeler toutes ces fonctions de transfert d'argent, etc. et faire exactement tout ce que je veux avec les sous qui transitent dans tout le réseau et interagir aussi avec d'autres contrats pour faire des transferts. Donc, si vous devez retenir quelque chose juste de la soirée, c'est le coût de transaction est payé par l'utilisateur. Seul truc qu'il faut se rappeler. Donc on ne paye pas de frais d'infrastructure. Alors, comment on fait de l'argent du coup? Avec l'exemple que je vous ai montré, on ne fait pas d'argent parce que je n'ai pas mis en place de système de commission, mais on peut mettre n'importe où en place ce système de commission. Donc le modèle Web3 ne se base pas sur des licences, c'est mort. Vous avez compris que c'était de l'exécution de lambda, donc c'est des exécutions à la demande. Ça veut dire que c'est à chaque transaction qu'on a la possibilité de faire quelque chose. Donc vous payez, c'est du pay-per-use. Okay. À partir du moment où il y a un flux financier, sur une transaction, j'ai moyen de rajouter quelque chose. Donc là, par exemple, je l'ai fait déposer un thèse. Je lui ai dit, si tu ne fais pas le dépôt d'un thèse, mon smart contract va vérifier que tu ne l'as pas fait. Il va te refuser. Disons que ce n'est pas un dépôt, c'est un call d'API, donc j'appelle un service. Je lui dis, si tu veux utiliser mon service, pareil, tu vas payer, j'en sais rien, 10 thèses, c'est le prix pour utiliser mon service. Et je vais utiliser le même moyen, je vais regarder combien il a passé d'argent dans la transaction, je vais vérifier ça, et ce sera le coût que je vais lui facturer. Donc je prends une com, en fait, à chaque appel, ou à chaque fois qu'il interroge le smart contract, je récupère la com, et j'exécute le service, et je lui réponds, ou je mets à jour quelque chose, qui représente en fait ce qu'il voulait faire. Donc ça, on peut le voir par exemple sur des indexeurs. Donc un indexeur, c'est quoi? C'est un Google en gros, pour une blockchain. On peut l'interroger et on voit tout ce qui se passe dedans. Tout est en public dans une blockchain, on peut voir tout ce qui se passe. Donc on voit tous les flux financiers qui se passent. Là, on voit qu'il y a Bob et Alice qui viennent de jouer. Ils ont déposé un test chacun. On voit les mouvements financiers, on peut les regarder dans les transactions et tous les détails. On peut tout voir. Donc ça, c'est super bien pour la compta, parce qu'il n'y a plus besoin de comptable. Le ledger, il est là, quoi. On voit tous les flux financiers qui se passent. C'est comme ça que le FBI arrive à rattraper les gens qui sont pseudonymes. Ils regardent tout ce qui se passe, ils remontent la filière, et ils arrivent jusqu'à ce que les gens se font choper. Donc c'est visible, c'est audité, voilà. C'est un réseau mondial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. Mon jeu, on peut y jouer dans n'importe quel pays du monde, en fait. Les serveurs, ils sont mondiaux, hein. Ils ne sont pas bloqués par une frontière.
S'ils ont envie de jouer à mon jeu Shifumi et c'est interdit par un pays dans le monde, bah, il peut faire ce qu'il veut. De toute façon, il peut se retourner contre moi. Je ne peux même pas l'arrêter moi-même. Donc, pas de barrière. Et un point intéressant, c'est que mon contrat, là, ok, d'accord, c'est mon jeu. Là, il tourne tout seul. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'autre chose pour le faire tourner. Mais il y a beaucoup de contrats qui interagissent avec d'autres contrats. Et il y en a énormément qui font ça. Surtout dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée. On a besoin d'énormément d'échanges avec des partenaires à droite, à gauche, souvent ce qu'on appelle des oracles, pour récupérer des prix de pricing qui viennent voilà, du marché. Ce sont des contrats, en fait. Donc j'ai besoin d'aller chercher des informations chez eux. J'ai énormément d'interactions. Ils ne peuvent pas m'interdire d'interagir avec eux. Toutes les API sont ouvertes. Il n'y a pas d'API privée. Vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. N'importe qui peut utiliser, faire un autre front, par exemple, de mon application. Il fait une autre application Shifumi et il pointe vers mon contrat et il utilise, en fait, mon back-end. J'ai aucun moyen de l'empêcher, en fait. La seule façon que je peux faire de l'empêcher, c'est de mettre en place ces systèmes de paiement sur le service. Parce que si je dis qu'il doit payer, tout de suite, bon, il va se dire, bon, ok, bon, je te le laisse finalement, j'ai pas envie de payer tous les frais là, fais ton business tout seul. Alors, au niveau de la sécurité des performances, j'ai dit que ce jeu est impossible à hacker. Et je mets quiconque au défi de hacker ce jeu-là. Pourquoi? Alors, à moins qu'il y ait un bug dans mon script, on va dire, j'en ai pas vu, on peut pas le hacker pour la simple et bonne raison que, considérant qu'il n'y a pas de bug dans le jeu, vous devez hacker tous les nœuds de Tezos aujourd'hui pour hacker ce jeu. Ok, bon, quand il y a un jeu qui est centralisé, c'est facile. On essaie d'attaquer le serveur, on essaie de pénétrer le serveur et changer des trucs dans le jeu, et puis après récupérer des sous, j'en sais rien. Ok, un hack classique. Là, on est dans une blockchain. Comment je fais pour attaquer un serveur s'il y en a des milliers? J'attaque 1 millier de serveurs en même temps, et mon jeu il est distribué sur tout le monde. Impossible. Il n'y a pas trop d'attaques DDoS, même s'il y en a eu, il y en a encore un peu. Bah, pour la même raison, quoi, parce qu'il y a énormément de serveurs. Mon jeu il est complètement distribué en fait. Donc si vous voudrez que personne ne joue à mon jeu, il faudrait que j'attaque tout le serveur du réseau Tezos en même temps. Tout le monde en même temps pour faire tomber tous les nœuds. Ça me paraît gros quand même. C'est plus facile d'attaquer une seule cible, mais il faudra attaquer tous les nœuds du tout au niveau mondial. Il faut être costaud quand même. On n'a pas eu encore de ce genre d'attaque globale sur un réseau, mais il y en a des gens qui ont peut-être essayé, ouais. Le code et la loi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller voir mon code source. Et la plupart du temps, tous les hacks, ils sont comme ça, en fait. Hein. Les gens, ils ont accès au code source parce qu'on est sur un smart contract, donc on a une lambda qui est un code qui est exposé à l'extérieur. Tout le monde peut voir le code qui tourne. Donc c'est super bien pour la partie audit, etc., immutabilité, wow, c'est chouette, on sait que c'est ça qui va tourner. D'un autre côté, les hackers, ils en profitent à fond, et pour aller chercher les failles, il faut savoir s'il y a des bugs, justement. Et la majorité, je dirais 90% des hacks qui se font, c'est ça, c'est les gens, ils vont aller regarder le code, ils disent « Ah, ben ça a été mal fait, attendez, là, je vais passer une transaction à une autre, machin, je vais faire un front run, pouf, et je vais siphonner tout ce qui se passe à travers le niveau du contrat. » Et c'est souvent ça comment ça se passe, c'est que parce qu'ils ont accès au code source, comme ça, ils peuvent aller... de toute façon, les logiciels open source, c'est pareil. Hein. Tout le code, il est open source. Les gens, ils regardent, ils se disent « Ah, c'est comme ça, je peux le hacker facilement. » Et au final, au fur et à mesure des années, ils sont hyper sécurisés, en fait, les logiciels open source, parce qu'ils ont tellement été hackés et bêta-testés avec plein de hackers, qu'au final, ils sont plus sécures que des codes qui sont faits à l'intérieur d'une compagnie, qui n'a pas été forcément le plus hacké, parce qu'en fait, ils ont été protégés, on va dire, par le système informatique et auto, et parce qu'il n'y a pas eu de hacker qui a réussi à pénétrer dans le système. Attention aux données sensibles. Donc, ok, le smart contract, il est open, mais il y a aussi la masse de données, en fait, qui est open. On peut voir toutes les données qui circulent. Donc, comme je disais que, vous avez vu, il y a eu un jeu entre deux joueurs. Moi, si je suis un petit malin, je vais aller voir l'indexeur, et je vais regarder ce qu'il a joué l'autre juste avant. Et puis je vais gagner tout le temps. C'est facile. Je regarde ce qu'il y a dans la DB. Elle est ouverte. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'encryptais les données. Parce que vous pouvez mettre des données sensibles, oui.
mais vous devez les encrypter et il y a des techniques en fait pour permettre ça s'appelle des commit and reveal, pour permettre en fait de jouer sur des données encryptées. Donc attention, si vous pensez à un système, ok, j'ai mon business plan, je mets les données dedans, c'est parti, waouh, vous mettez des données utilisateurs, RGPD, boum, vous êtes mort. Là, vous êtes mort direct. Oh, je mets des données sensibles sur la société, je sais pas, des données financières, super, vous l'avez révélé à tout le monde. Ah, c'était des données confidentielles, merde. Donc, attention, mais des fois, on a besoin de mettre quelques données parce qu'elles ont besoin d'être calculées entre elles, donc il faut les encrypter. Et au niveau de la dispo, est-ce que vous avez trouvé que le jeu était lent? Qui a trouvé que le jeu était extrêmement lent? Extrêmement lent pour un jeu tour par tour? Un petit peu. Donc là, on est. Alors ça, c'est dément. Alors ça, ce point-là, il change énormément. Ça s'appelle latency. Il est énormément différent par blockchain. Hein. On peut passer des blockchains qui sont hyper rapides à la seconde. Par contre, vous oubliez la décentralisation, tout ça. Ça, ils n'en parlent pas. Mais alors, à la seconde, c'est bon. Hein. Une application web, elle répond en moins de 3 secondes. Vous considérez que, ok, d'accord, elle passe. Si l'utilisateur reste moins de 3 secondes à attendre, ça passe. Au-dessus de 3 secondes, l'utilisateur, il jette votre application. Vous le savez. C'est le temps de réponse. Là, c'est 15 secondes un bloc. Vous divisez par 2 pour avoir la moyenne. Vous avez attendu 7 secondes, en fait. C'est un peu lent encore. Ça s'améliore chaque année. Hein. Chez Tezos, on essaie de baisser la latency. Mais plus vous baissez la latency, plus vous avez des problèmes de décentralisation, etc. Et des problèmes de synchronisation au niveau du réseau global. Vous êtes sur un ordinateur mondial, ok? Il y a tout le monde qui est dessus, hein, qui fait la fête. Vous n'êtes pas sur ma VM, sur Amazon toute seule, là, qui tourne. Ok? C'est pas ça. Hein. Vous êtes sur un ordinateur mondial, il y a tout le monde qui fait la fête dessus. C'est pour ça que sur Ethereum, il y a des problèmes, parce qu'il y a tellement de monde que c'est complètement congestionné et les frais ils sont exorbitants. Donc, la latency, elle est pas trop mauvaise pour le moment sur du layer 1. On peut parler des autres trucs, mais sur du tour par tour, sur un jeu, ça peut passer. Ok? Si vous voulez faire des choses qui sont du temps réel, ça va être compliqué. Je vous le dis tout de suite. Et n'importe quelle blockchain, c'est la même réponse. Il y a des blockchains, je vais en citer une, peut-être, Cardano, si vous connaissez Cardano. Bitcoin, combien de temps vous attendez? Vous savez, à peu près? C'est de l'ordre de la seconde, de la minute ou de l'heure? Ouais. Bon, Cardano, c'est plusieurs minutes, hein, large, hein, avant qu'il y ait un bloc qui vienne. Hein. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je fais un mouvement, il faut que j'attende les blocs. Ok, des transactions, bon là, c'est pas grave. Je peux jouer en simultané dans le même bloc entre mes deux joueurs. Ça pose pas de problème parce que je l'ai géré dans mon smart contract. Mais il y a certains trucs qui doivent attendre le bloc suivant pour avoir les résultats d'avant. Ok, c'est une espèce de temporisation. Le bloc permet de savoir que ça a été exécuté. C'est une transaction. Il faut voir ça comme une transaction. Désolé, je parle encore dans les trucs techniques, mais c'est une transaction, ça veut dire que c'est réel. Ok, c'est exécuté, c'est réel, c'est votre état. Si vous devez attendre à chaque fois les synchronisations pour pouvoir faire des actions, déjà que pour un bloc, certaines blockchains émettent plusieurs dizaines de minutes. Et le Bitcoin, si vous êtes vraiment sûr, parce que c'est un peu particulier, c'est 1 heure. Hein. Si vous êtes vraiment sûr d'une transaction, c'est 1 heure. Ok, il y a eu des blocs en milieu, mais il peut y avoir des mouvements de fork au niveau de la branche. 1 heure. Vous imaginez, vous avez payé votre pain, fait attendez 1 heure là. Attendez, vous allez recevoir votre paiement. Ok, 1 heure plus tard, c'est bon, je pars avec mon pain. C'est pas possible. Ok, on n'est pas dans les use cases normaux. Cardano, c'est pareil, je vais bien Cardano, j'attends 20 minutes, 30 minutes, non, c'est pas possible. Donc là, si on est sur du 7-15 secondes, bon, c'est acceptable. Je peux repartir au bout de 7 secondes. C'est pas plus rapide que Visa ou Mastercard pour accepter un truc. Bon, allez. Bon, qu'est-ce qui se passe si on veut faire des trucs hyper rapides? Là, c'est le problème. Donc, je vais faire un jeu temps réel, mais un vrai jeu Web 3. Hein. Ça, c'est un vrai jeu Web 3. Tout le code est dans la blockchain. Ok? Vous allez voir des jeux qui arrivent, ils disent ouais, c'est bon, moi je suis un jeu Web 3. Et puis vous voyez des trucs,
avec de la 3D, du temps réel, et machin, et je sais pas comme ça. Et vous dites, mais comment ils ont fait? Comment ils ont réussi à faire un jeu Web 3 qui tourne en temps réel avec la blockchain? Parce que c'est pas un jeu Web 3. La réponse, c'est pas du tout un jeu Web 3, c'est un jeu Web 2. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les trucs que j'ai dit au début, ils ont mis 10% de Web 3 dedans. Donc ils ont foutu des NFT et ils ont dit que leur jeu c'était Web 3. Mais c'est un jeu Web 2 classique. Donc il y a des gens qui veulent vraiment aller plus loin en disant, moi je veux un vrai jeu temps réel Web 3. Est-ce que c'est possible? Eh ben je vais vous répondre, sur du L1, c'est pas possible. Ok? Là, vous pouvez faire du jeu par tour par tour. Vous pouvez faire des jeux d'échecs, des dames, tout ce qui est un petit peu lent à jouer, tu vois. Ça va. Mais alors, dès quand vous dépassez la latency, là, baisser en dessous, c'est pas possible. Donc, il y a d'autres solutions. C'est se tourner vers ce qu'on appelle des solutions de layer 2. Donc, ce qu'on appelle des layer 1, c'est les plus grosses blockchains que vous connaissez. C'est des layer 1. Et après, il y a des solutions de layer 2 pour scaler, en fait, les layer 1. Donc, je ne veux pas partir dans la technique, mais disons qu'il y a des produits qui sont en train d'être faits pour pouvoir faire tourner des applications extrêmement gourmandes. Donc, je discutais avec des gens, apparemment, même sur du layer 1, on pourrait faire du Visa ou du Mastercard. Moi, je ne sais pas trop, parce qu'ils disent que ce sont les meilleurs et qu'il faut énormément de trucs, mais... Sur du layer 2, on peut arriver à 1 million de TPS, de transactions par seconde. Donc il y a des gens qui s'intéressent beaucoup parce qu'ils ont des applications qui sont extrêmement gourmandes ou qui a énormément de volume. Ils s'intéressent énormément au développement sur du layer 2 actuellement. Mais pour moi, c'est pas encore tout à fait prêt. Mais c'est en cours. Alors, on parle un petit peu d'écologie. L'empreinte carbone ou la consommation d'énergie, ça dépend de ceux qui veulent parler de différentes on va dire mesures, surtout la consommation d'énergie plus que le carbone qui nous intéresse. Le proof of work versus le proof of stake. Donc on a commencé avec le proof of work et Bitcoin, c'était super. On a découvert ce consensus miraculeux, me faire tourner une blockchain, génial. Et puis il y a des gens qui se sont dit quand même c'est de la merde, punaise. La consommation que ça fait ce truc là c'est énorme. Il n'y a pas un autre moyen de faire. Alors, les gens ils se sont dit bon on va essayer de trouver d'autres formes de consensus. Il y a eu plusieurs d'autres essais. Il y a Proof of Stake qui n'était pas très au départ. Il y a beaucoup de récalcitrants en 2010, 2015, 2016. Les premiers gens qui commençaient à en parler un petit peu en disant si on peut pas faire un truc comme ça, ça permet d'éviter de cramer tout le charbon de la planète. Alors qu'est-ce qu'il en est? Le Bitcoin versus le secteur financier. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça c'est une émission de CO2, mais bon, on va dire que ça consomme, que c'est de la consommation d'énergie. C'est kiff pour Rico. J'ai pas le graphique avec la consommation d'énergie, mais ça c'est le secteur financier qu'on a à droite. Donc toutes les banques qui tournent là dans le monde, c'est leur consommation, enfin leur production de CO2 dans ce cas-là. Mais disons que ça va croissement dans une consommation d'énergie au final. C'est assez énorme en fait. Alors sur ce graphique, malheureusement, je ne sais pas si ça considère juste les paiements, parce que si c'est Bitcoin, ça fait que des paiements. Le secteur bancaire, ça fait bien autre chose que des paiements. J'ai travaillé dans les banques. Les paiements, c'est pas grand-chose par rapport à ce que fait le secteur financier. Donc je ne saurais pas dire quelle est la proportion là-dedans. Au milieu, c'est l'extraction de l'or. On consomme pas mal quand même l'extraction de l'or dans le monde. Et puis après, c'est Bitcoin. Bitcoin, c'est le truc le plus polluant qu'il y a aujourd'hui dans les blockchains. Donc, bon, voilà. On va passer au Proof of Stake. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, toutes les blockchains, sauf Bitcoin, on va laisser à part, sont passés sur du Proof of Stake, dont récemment Ethereum qui est passé il n'y a pas longtemps. Ils ont mis longtemps, mais ils ont réussi. Tezos sont les Proof of Stake depuis toujours, en fait. C'est une des premières blockchains qui passait Proof of Stake. Tout de suite, en fait, il n'y a pas eu de Proof of Work. Voilà, ça c'est des consommations. Bon, il y en a qui ne sont pas très très bons. À droite, là, je ne sais pas ce qu'ils font, Solana, mais apparemment, ils consomment assez. Mais c'est parce je pense qu'ils aussi, ils dépotent pas mal, ils sont pas très décentralisés. Ils veulent aller sur le marketing en disant qu'ils font pas mal de transactions, pas mal de TPS. En gros, ceux qui sont au milieu là, on va dire c'est les gens qui sont les bons acteurs, qui essaient de faire des choses bien.
Bon, pour donner un ordre d'idée, bon, on voit des graphiques, on voit des chiffres, mais on ne comprend pas ce que c'est. 1 an d'infrastructure Tezos, donc tout le réseau de toutes les nœuds Tezos, 1 an d'utilisation de cette production-là, de cette infrastructure-là, donc c'est la somme de toute l'exécution des smart contracts en production pendant une année. C'est un aller-retour Paris-Los Angeles en avion. Voilà. C'est pas énorme, hein. Ça, c'est toute l'exécution aujourd'hui, sur une année. Donc on voit qu'on est très très loin en fait de ces trucs-là en fait, hein. On est très très loin de magnitude qui est énorme. Je crois que sur Ethereum, ils ont baissé de 98 ou 99% la consommation d'énergie, passant de Proof of Work au Proof of Stake, hein. Voilà, c'est juste pour donner une magnitude. Donc aujourd'hui, dire que la blockchain c'est mal pour l'écologie, ok. Moi, je dirais aujourd'hui, il n'y a que le Bitcoin. D'accord ? Les autres, ils sont tous passés au vert, comme on dit. Bon, après, par rapport on va dire, aux secteurs d'activité qui sont porteurs, etc., je devrais dire qu'aujourd'hui, c'est sur l'art, la musique et la finance décentralisée. C'est là où il y a le plus de trends. On ne voit pas encore assez beaucoup de gaming. Donc, moi, c'est la première application de gaming que j'ai déployée, en fait, de Tezos. Il n'y en avait pas avant, qui est 100% on-chain, que j'ai déployé sur le store. Donc le gaming, ils essaient d'aller dedans, mais c'est vrai qu'il leur manque encore un petit peu d'outils, parce que c'est particulier. Il y a beaucoup de real-time dans le gaming, ils veulent faire des trucs un peu particuliers. Là où ça marche bien, c'est tout ce qui est web, donc la DeFi, se partager des CryptoPunks, des machins, ça c'est des JPEG. Enfin, c'est facile à faire. Et la DeFi, pourquoi ? Parce que la finance sont toujours en avance surtout, et qui se sont dit, on peut faire plein de choses en passant... en court-circuitant énormément d'intermédiaires dans la finance. Il y a beaucoup de composants dans la finance, c'est un truc bien compliqué. Et du coup, ils se sont dit, on va essayer de s'engouffrer là-dedans et de proposer des services classiques. En fait, au final, ils ont commencé par des services classiques de DeFi, et après, ils essaient de trouver des nouveaux trucs à faire. Pour l'instant, moi, je vois les trucs qui marchent, ce sont les trucs classiques. Le reste, ce sont souvent des scams. Mais il n'y a pas vraiment, j'essaie de voir est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui n'est pas concerné aujourd'hui par le Web3. J'ai du mal à trouver. C'est tout ce qui concerne les contraintes en fait, hein. Il faudrait que ils ne soient pas dans ces trucs-là de performance aujourd'hui. Voilà, si on demande des trucs hyper performants, machin, il va falloir partir sur des layer 2. En gros, c'est sur ça. Le Web3, c'est de la mise en relation, hein, au final, hein. La mise en relation entre deux wallets qui veulent faire un deal. Et au milieu, on a un contrat qui va permettre de gérer en fait ces relations-là. Il faut vraiment voir ça comme ça, hein. C'est le modèle économique. Donc, en conclusion, si vous voulez faire ce que vous faites aujourd'hui en Web 2, c'est-à-dire un grand monopole, je vois beaucoup de startups ou de gens qui arrivent, moi, je vais être le numéro 1, je veux gagner tout le marché, et je vais dans le Web 3. Et je vais faire un grand monopole, et tout le monde passe par moi, et je suis l'intermédiaire. Reste dans le Web 2. Parce que c'est le modèle du Web 2, ça, d'être au milieu, de capter tout et bloquer les gens et censurer tout ce qui se passe. Oui, c'est le Web 2. Reste dans le Web 2, je lui dis. T'as pas compris ce que c'était le Web 3 ? Non, si vous avez compris ce que c'était le Web 3, c'est pas ça. Web 3, c'est je vais proposer des services ouverts à tout le monde. Et au milieu, je vais peut-être prendre une com. Mais s'il y a un mec qui vient à côté de moi et qui déploie un service équivalent, en plus, il a accès à mon code. Donc il peut même me copier le code. Là, il va y avoir des problèmes de copyright, on ne sait pas comment ça va se passer encore. Il peut déployer juste à côté le même code, il tourne à côté, il fait la même chose, et les gens vont dire lui il est moins cher, je vais passer à côté. Donc c'est énormément de mise en concurrence. Il n'y a plus du tout de silos, etc. Ok. Bon, je crois que c'était ma conclusion, il n'y a pas d'autre side. Ouais. Merci. Et si vous avez des questions, on peut faire maintenant ou une pause, comme tu veux. Allez-y, soyez pas timide. D'abord, merci pour la présentation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Web3, c'est vraiment des trucs décentralisés. Donc, c'est pas, par exemple, quand Facebook, Google, tout le data c'est dans un data center. Mais lorsqu'on voit les services de Web3 aujourd'hui, c'est vraiment encore centralisé parce que la majorité, même si blockchain c'est décentralisé, mais les services de Web3,
la majorité entre eux, c'est par juste quelques entreprises privées. Donc, c'est une très bonne remarque. Alors, je pense que tu parles par rapport à la partie infrastructure. Ouais. Voilà. Par rapport à la partie infrastructure au niveau des nœuds, j'ai une autre présentation en fait qui parle du Web 2 versus Web 3 et qui en parle justement de ce truc-là. Est-ce que le Web 3 va remplacer le Web 2? Eh bien, tu viens de donner la réponse. La réponse est clairement non. Pourquoi? Parce que la plupart des nœuds qui tournent sur cette infrastructure en fait là, le code effectivement c'est du Web 3, mais il va tourner sur du Amazon, il va tourner sur AWS, sur du GCP, etc. C'est pour la simple et bonne raison que c'est moins cher. Ils fournissent un service qui est moins cher. Et il y a quand même des gens qui se sont dit bah non, moi je suis un pur et dur et je vais faire tourner mon nœud chez moi. Et le Web 3 c'est ça, c'est que tu as le choix. Soit tu fais tourner ton nœud moins cher sur du cloud, mais après tu peux te faire aussi couper ton nœud si tu respectes pas certaines choses. Soit tu le fais tourner chez toi et tu n'as aucun problème. Peut-être ça peut te coûter plus cher, ou alors tu as une bonne installation et tu as un bon DevOps et tu arrives à réduire les coûts. Mais tu as toujours le choix. Ce que disait Gavin Wood, c'est que tu peux participer de ta façon au réseau. Voilà. Et effectivement, pour faire baisser les coûts, la plupart des gros bakers, ou les gros mineurs, effectivement, vont sur du cloud classique pour faire hoster les nœuds. Mais il peut y avoir des petits problèmes aussi après. On peut se faire couper des nœuds, des machins comme ça si ça ne va pas. Merci beaucoup pour la question. Une autre question? Tu disais tout à l'heure en guise de conclusion, plus ou moins, que le Web3, c'est de la mise en relation, finalement. Ouais. Mais comment tu vois les choses dans les années à venir pour toutes les plateformes qui existent aujourd'hui? Je sais pas, dans le monde de freelance, par exemple, il y a Malte qui fait de la mise en relation contre une commission, je sais pas combien ils prennent, mais c'est quoi leur avenir à toutes ces plateformes? Ils vont rester dans le Web 2 encore très longtemps parce qu'ils font office de gage de sécurité pour l'ensemble aussi bien des freelances que des clients, ou est-ce que justement ils ont tout intérêt à réfléchir à passer à l'étape d'après? Je dirais que ils doivent réfléchir à quelle est leur valeur ajoutée en fait. Au niveau du Web 3, on a vu qu'en fait on propose un service. Ce service-là, il a une valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée? Si c'est juste pour mettre en relation des gens avec des registres et faire du matching, un truc très simple, n'importe qui, je pense, va commencer à arriver à le faire. Ok, il te faut les profils des gens, les machins et matcher. Après, bon, il y a des données un petit peu RGPD dans tout ce que tu dis, donc les mettre dans la blockchain, ça peut être un peu difficile. Donc, si on parle de gens, effectivement, bon là, peut-être qu'on va rester dans du Web 2 pour des problèmes de RGPD où on va essayer de les cacher avec des accès. Ok, d'accord, on va matcher avec des accès et puis on va mettre ce truc à l'extérieur. Parce qu'on peut faire des applications hybrides en fait. Donc, ça reste du Web 3, mais il peut y avoir une partie qui est à l'extérieur, par exemple, quand on fait du NFT. On ne voit pas, mais il y a toujours un serveur ou quelque chose qui tourne à côté qui va aller faire du IPFS ou des machins. Il n'est pas du tout on-chain, il est off-chain. Donc il y a des applications qui sont un petit peu hybrides comme ça. Eux doivent réfléchir à la valeur ajoutée. Si c'est su faire du matching, etc., je pense ils peuvent se faire mettre en compétition. S'ils ont une autre valeur ajoutée que ça, c'est-à-dire ils identifient quels sont les bons profils, ils vont vérifier qu'ils ne disent pas des bobards, des trucs comme ça, là il y a du boulot. La valeur ajoutée elle est ici en fait. Vérifier que c'est bien un bon, vrai profil, c'est pas un pseudonyme qui vient, qui coulole et il prend ses sous et il s'en va. De l'autre côté, une vraie entreprise qui a un vrai projet et ils sont prêts à payer. Donc ils font ce travail-là et c'est là je pense qu'ils ont leur valeur ajoutée si tu parles sur ce cas précis-là. Au niveau de la blockchain, qu'est-ce que ça peut changer? C'est les paiements automatisés. Ça, on peut faire des paiements automatisés. Là, aujourd'hui, si j'ai un problème avec Malte parce qu'ils ne m'ont pas payé, c'est qui le problème? C'est l'intermédiaire? C'est le client final? Qui c'est qui a pris la responsabilité légale de me payer au final en tant que prestataire de service? Tu vois, là, il y a plein de petits morceaux off-chain là, qui se baladent et après, ça se règle à coup d'avocat si ça ne marche pas. Au niveau de la blockchain, on peut automatiser des paiements. On peut faire des trucs... on peut coder en fait le fait. Voilà, on se base souvent sur des oracles pour faire ces trucs-là. Je vais donner un exemple à la con. Des compagnies d'assurance. On peut créer un contrat qui est un contrat d'assurance dans un smart contract. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, disons que je suis un paysan, je suis un agriculteur. Cette année, moi je le sens mal. Je sens qu'il va faire très chaud en Espagne. Et merde, j'ai une récolte à faire en Espagne cet été. Je vais me couvrir, je vais acheter un contrat. Un contrat sur le temps. Un contrat d'assurance sur le temps. Donc je vais dire que s'il fait très chaud, je vais être indemnisé si ça dépasse 40 degrés dans mon champ.
Pourquoi? Parce que toutes mes plantes elles vont crever. Donc je vais acheter un contrat. On parle de DeFi, là on est sur le secteur de l'assurance. Et il va y avoir un oracle. Donc un oracle, c'est juste quelque chose qui va aller pousser des données et on va le croire. Donc il va donner la température, donc c'est weather.com, il va arriver, il va pousser des données dans la chaîne et il va dire voilà, là il fait telle température en Espagne ce jour-là, telle température. Mon smart contract, il va aller regarder ça et il va tourner et dès que ça va passer au-dessus de 40 degrés, il va faire un paiement automatique à mon agriculteur. Il y a un intermédiaire au milieu? Non, il y a mon smart contract qui tourne de façon automatisée et qui va en fait automatiser un contrat d'assurance. Donc ça c'est pas mal. Ça, tu peux pas trop le faire avec du web 2 aussi, tu peux le faire, mais tu fais confiance à tous les intermédiaires qui sont au milieu et t'es pas payé tout de suite. Une question? Ouais, c'est pas trop loin de la question. Grâce à, justement, enfin, pour moi, la quintessence du Web 3, c'est bien celle-ci, c'est remettre en direct une offre avec une demande. Moi, j'ai une formation d'économiste, donc je parle comme un économiste, mais effectivement, c'est mettre en contact directement deux personnes qui veulent faire un deal. Tout à fait. Ce que tu disais. C'est ça la quintessence. Et donc, ça enlève tout aujourd'hui le modèle du Web 2 qui est forcément, on passe par un intermédiaire, dit un tiers de confiance. Tiers de confiance, parfois, il ne faut pas leur faire confiance, mais bon, voilà. Donc, c'est centraliser le passage de la transaction. Et donc, on en vient à ces problèmes de censure, de contrôle, que, par exemple, avec les banques centralisées aujourd'hui, c'est très clair que si on ne le sait pas assez, il faut le dire, mais à partir du moment où on leur pose 1 euro sur leur compte, c'est plus notre euro. Voilà, point barre. Tu veux parler du stablecoin de la Société Générale ou pas? Par exemple. Voilà, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc ça, c'est une fausse, c'est de la communication sur du Web 3. Et là où ça devient intéressant, ça se rapproche, c'est ce que tu disais, c'est les DAO. Aujourd'hui, le modèle de gouvernance d'une DAO, ça permet de mettre peut-être des curateurs ou des personnes expertes qui sont capables de sécuriser que la valeur ajoutée d'une personne à une autre, elle est bien passée. Et après, avec des techniques de base de paiement. Je réalise une prestation, demain le Malte Web3, je réalise une prestation. Si j'ai livré ma prestation, mon livrable, je peux faire appel à un arbitre ou un curateur, un expert qui dit à la personne qui a reçu, qui m'a demandé la prestation, oui, tu as bien reçu ton livrable. Tu veux une étude, parce que justement, tu n'es pas expert. Donc la personne, elle te livre une étude, une expertise. Et toi, tu n'es pas capable de valider que l'expertise est bien faite parce que tu n'es pas expert. C'est pour ça que tu as payé quelqu'un. Le curateur, l'arbitre, il arrive et il dit, ok, moi je suis un expert reconnu, je valide que tu as bien reçu ce que tu as demandé. À partir de là, le smart contract déclenche le paiement. Et là, on est vraiment dans un monde qui, pour moi, devient beaucoup plus intéressant. Ça permet à chaque personne, où qu'il soit sur la planète, de vivre de sa créativité, de ses compétences, etc., sans, encore une fois, passer par ou un employeur pour toucher son salaire à la fin du mois, l'employeur qui spécule sur cette personne, et qui te revend plus cher, et ça permet vraiment une autonomie économique, et bien plus encore. Donc c'est en cela que... Et alors après, la question derrière, ça pose la question de tous les besoins d'interaction à la seconde, en temps réel, etc. Pour toi, les layers 2 aujourd'hui, c'est pas une réalité? Ils n'ont pas le niveau de décentralisation et de sécurité d'une layer 1? Polygon, par exemple, et d'autres blockchains comme ça? Je sais pas si ça marche. Si, c'est bon. Je vais d'abord rebondir sur ton premier commentaire, après je vais passer sur les layers 2. Un des premiers use cases qui a été fait dans la blockchain au départ sur les applications décentralisées, je passe pas sur des transferts d'argent, c'était l'escroc, c'était la livraison en fait. J'achète quelque chose sur Amazon, il y a un mec, ça s'appelle un postier, c'est un intermédiaire de confiance, et il y a moi, l'acheteur. Qu'est-ce qui se passe si je reçois pas mon paquet? Donc ça c'était le premier deal qui s'est mis dans la tête des gens en disant ah mais merde, alors qu'est-ce que je fais? Et là, les premiers gens, ils se sont dit, bon, on va faire un multisig. Un multisig, c'est quoi? C'est un multisignature. Ça ressemble à un DAO, si tu veux.
Et on va dire que s'il y a 2 personnes sur 3 qui sont d'accord pour dire quelque chose, ils ont gagné. Parce que là, on a 3 parties. On a le vendeur, l'acheteur et l'intermédiaire qui est le postier qui fait la delivery. Donc s'il y a 2 signatures sur 3, on va dire que c'est bon. Ils ont gagné. D'accord ? Donc ça a été le premier, on va dire, use case qui est arrivé sur des multisignatures. Donc c'est pas le postier qui va dire qu'il a raison. C'est pas que le postier, en fait, ça va être une règle qui va définir sur un système de vote pour dire qui a raison au final. Il y a plein de règles possibles et inimaginables là-dessus, d'ailleurs. C'est le système de vote. Okay, donc il y a des DAO avec je sais pas combien de gens qui sont dedans et qui signent des transactions pour de vote au final. Donc avec des règles à la majorité, il y a des systèmes de condensés, il y a énormément de systèmes de vote différents, il y en a d'autres que j'imaginais. Ok, donc ce truc-là, il est sympa. Ça permet d'avoir plusieurs acteurs décentralisés. Il y a pas un qui dit moi j'ai raison et qui disent ok, bon, on va faire un espèce de consensus, on va faire un vote, on va regarder qui c'est. Bon, il faut plus il y a de gens bien intentionnés, bienveillants, plus le système marche. S'il n'y a que des gens malveillants, il n'y a rien qui marche. Hein, on est d'accord. La deuxième chose, tu parlais des layers 2. Il y a quelques layers 2 effectivement. Il y a Arbitrum qui a fait pas mal de bruit récemment par rapport à ce système de vote. Donc la communauté d'Arbitrum, juste pour information, a voté contre la mise en place d'un nouveau token pour pouvoir financer l'équipe d'Arbitrum. Donc la communauté a voté contre et Arbitrum, la société qui en fait gouverne, a dit ok, non, on met le token en place et on va contre la communauté. Donc pour te dire qu'il y a des problèmes de DAO dans les layers 2. Bon, on ne parle pas des layers 2 techniquement parlant, maintenant on va en parler. Il y a des layers 2, mais il y a plusieurs types de layers 2. Est-ce que tu les connais ? Donc, bon, je vais parler un peu technique, mais il y a ce qu'on appelle des sidechains. Il y a plusieurs définitions de sidechain, mais pour moi, une sidechain, donc c'est une blockchain, donc c'est une vraie blockchain, qui va tourner à côté d'un layer 1 classique. Un Ethereum layer 1, un Tezos layer 1, ce que tu veux. Donc, blockchain, la particularité, c'est qu'elle va aller à travers souvent un bridge. Là, il y a plusieurs définitions de ce qu'est un bridge, mais elle va aller se connecter au layer 1 et elle va aller déporter son consensus sur le layer 1. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui coûte cher dans la latency sur un layer 1 ? Ben, c'est la partie du consensus en fait. C'est ça qui bouffe tout. Hein. Comment on arrive à synchroniser un ordinateur mondial ? C'est ça qui bouffe, c'est le consensus. Donc qu'est-ce qu'elles font ? Ce consensus, il est extrêmement secure dans le layer 1. Il a été fait pour ça, pour que ça tienne. Ben, elles se sont dit, ben, moi, je vais mettre le consensus de côté. Ok ? Je vais dire que c'est celui du layer 1. Donc il y a un système de synchronisation, mais il ne va pas synchroniser à chaque bloc. Ok ? Il va attendre. Ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis il va se synchroniser de temps en temps. D'accord ? Et c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à 1 million de TPS. Pas tous, hein. Mais ils arrivent à monter énormément haut. Parce qu'en fait, bah, ils font de l'optimistique, en fait. Donc ils vont continuer à tourner. Tous les nœuds vont participer là, dans leur layer 2 à faire ça. Et puis à un moment donné, si un petit malin il dit il y a l'un qui a triché, là. Il y a un système de réfutation interne, etc. Et ce qui sera commité à la fin, c'est la fin du refutation game. Donc on appelle ça un refutation game. C'est les nœuds entre eux. Il suffit qu'il y en ait un bienveillant qui prouve qu'il y en a un qui a triché pour pouvoir que le layer 2 soit sain. D'accord ? Ça, c'est techniquement comment ça se passe. Après, tu as ce qu'on appelle des optimistic roll-up ou des ZK roll-up. C'est 2 types de roll-up. C'est pas une blockchain. Ok ? C'est une espèce de workload que tu vas faire tourner à côté. Et il va synchroniser un petit peu de la même façon. L'optimistic roll-up, c'est un peu comme les sidechains quand je t'expliquais. Ils vont attendre un certain temps en étant en coucou, ça marche bien, et puis à un moment donné, on va jouer à Refutation Game si on va faire des tricheurs. Le ZK Rollup, lui, va marcher différemment. Il va poster des preuves à chaque fois, dans le layer 1. Donc il va poster des preuves, le problème c'est que ça coûte extrêmement cher de générer et de prouver en fait les preuves. Le ZK Rollup, pour moi, c'est pas encore super performant. Tu peux pas faire... tu as une très très mauvaise latency sur du ZK Rollup. Voilà. Ça, c'est par rapport à la partie technique. Alors, effectivement, tu as du Arbitrum, tu as du Optimism, ce sont les plus connus sur le monde de la IVM, d'Ethereum. Tu as Polygon.
Alors, est-ce que Polygon est une sidechain ou pas? Là, il y a beaucoup de questions qui demeurent. Donc, pour moi, c'est un fork, hein, c'est un fork d'Ethereum. Donc, c'est une autre blockchain qui tourne à côté. Ils ont un bridge au milieu. Si le bridge il tombe, il n'y a plus rien qui marche dans Polygon. Bon, dommage. Donc, ils arrivent à avoir des frais qui sont plus bas parce qu'en fait, c'est comme si tu coupais ta blockchain en deux et tu déportes une partie du workload à côté. Donc, voilà, ils ont encore de la capacité. C'est pour ça qu'ils font baisser des frais très bas. Pose-toi la question, qui détient Polygon aujourd'hui? Et la réponse? Je te laisse chercher. Regarde bien qui fait les projets, qui détient l'ownership de ces réseaux-là. Est-ce que ce sont des VC ou est-ce que ce sont des blockchains ou des systèmes décentralisés avec un système économique comme il existe souvent dans les Layer 1 en fait. Méfie-toi, tout ce qui est fondé par des VC, c'est eux qui détiennent souvent les clés. Donc voilà. Chez Tezos, on développe des Layer 2 mais en open source. En fait, on ne propose pas d'infrastructure. On te donne le code source, on te dit ils sont compatibles avec un bridge intégré dans le Layer 1, fais tourner ton infrastructure, et c'est toi qui l'as fait tourner. Donc tu es propriétaire de ton infrastructure Layer 2 si tu as envie. Non, c'est une grosse différence au niveau du modèle économique. Voilà, les gens qui font tourner leur propre layer, c'est qu'il y a souvent un VC derrière, et le but c'est de faire de l'argent. Et de contrôler ce qui se passe aussi. Bon, pour en revenir à tout à l'heure, c'était intéressant ta réponse sur le besoin des gens comme Arbitrum ou d'un expert qui vient valider le fait que le livrable par l'offreur, il est bien ce qu'a demandé le demandeur. Ça, c'est pour les services ou les prestations intellectuelles, effectivement. Mais quand on est dans la livraison d'un objet physique, ça marche super bien. On a un oracle qui dit à un moment donné, bon, voilà, tu as bien reçu ton objet. On va en parler. Aujourd'hui, c'est la Poste. Ouais. Moi, j'ai eu des problèmes avec la Poste. Je pense que je suis pas seul. C'est le Il me dit, vous avez été livré, monsieur. Oui. Non, j'ai pas été livré. Je peux vous l'assurer, j'ai pas été livré. Mais nous, on vous l'assure qu'on vous a livré et vous devez truster le fait qu'on vous a livré. Mais j'ai jamais reçu le paquet. On est sur Qu'est-ce que je fais? Je peux rien sur faire. des problématiques humaines, effectivement. La mauvaise foi, etc. Je veux même pas voir ce qui s'est passé. C'est que je suis bloqué du fait qu'il y a une personne qui est le livreur qui me dit qu'il est l'autorité et que je n'ai rien à réclamer auprès de lui parce qu'il est assermenté et qui me dit qu'il a livré un paquet qu'il n'a jamais livré. Et là, je suis complètement bloqué. Alors que c'est un système d'ESCO où il y a 2 personnes sur 3, je peux dire, je sais pas, j'ai pas livré, la Poste me dit que oui, mais le vendeur, je vais essayer de le convaincre que la Poste n'a pas livré, j'essaie de montrer les documents, etc. Il peut dire, ok, bon, je refuse, et peut-être que le livreur, il a volé le paquet lui-même ou l'a égaré. On peut essayer de faire des systèmes peut-être un peu plus différents. J'ai une petite question, mais qui est plus sur la partie modèle économique en fait d'une entreprise qui se lance sur la blockchain. À partir du moment où mon contrat peut être lu et transparent par tout le monde, comment j'assure la pérennité en fait de mon action, de ma mécanique? Est-ce que les brevets peuvent me protéger sur la blockchain, ce genre de choses? Ça, c'est une grosse question. À partir du moment où tu mets un code comme ça en libre service, je sais pas. Franchement, je sais pas te répondre aujourd'hui. Est-ce que tu fais de l'open source? Est-ce que tu as mis une licence attachée? Aujourd'hui, il n'y a pas de... Alors si, c'est vrai. Dans Tezos, tu as un standard qui permet de faire ça. J'ai dit des bêtises, mais en fait, tu peux mettre des métadatas accrochés à ton contrat en disant quel type de licence est ton contrat. C'est une valeur déclarative. Hein. N'importe qui peut copier le contrat et faire n'importe quoi. Mais disons que si tu arrives à prouver que quelqu'un a copié ton contrat et que ton contrat original, il y avait bien ce truc-là attaché, est-ce que c'est une licence MIT, est-ce que c'est autre chose, une licence commerciale, tu arrives à le prouver que ça a été copié parce que c'est évident, quoi. Tu peux te retourner, essayer de te retourner contre eux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de standard. On essaie de faire ce truc-là en mettant une data en disant voilà, c'est telle licence. Mais il y a très peu de personnes qui le font aujourd'hui. La plupart du temps, ils envoient leur contrat, ils ne mettent pas de data et ils sont copiés leur contrat. Ça arrive souvent. Merci. Mais comme il y a très peu de gens qui comprennent comment ça se passe et qui voient qu'un front, alors je vais vous raconter une histoire, mais la plupart des marketplaces que vous voyez sur les NFT, tout ça, là, il y en a des milliers, là, ils commencent à en avoir partout. Ils vous vendent tous des NFT, tout ça. La plupart du temps, il y a 1 ou 2 contrats derrière. En fait, ils font que des fronts, ils se prennent comme au milieu, je sais pas qu'est-ce qu'ils font,
Ils font leur propre système et après ils font l'intermédiaire. Mais la plupart du temps, en fait, ils font juste des pages web. Derrière, il y a 1 ou 2 contrats en fait qui gèrent vraiment votre NFT. Et ça, c'est eux qui font le vrai argent derrière et la commission, ça passe par eux. Donc, si on ne connaît pas comment marche tout ce système-là, on a du mal à comprendre tous les flux financiers. Qui sont les gens qui apportent vraiment de la valeur, qui sont les gens qui se mettent juste là pour récupérer du flux en se mettant en marketing, etc., et attirer les gens. Et en fait, ils servent d'intermédiaire, mais leur valeur ajoutée, elle est presque nulle. Mais comme ils savent qu'il y a peu de gens qui comprennent comment ça se passe techniquement derrière, et il y a du business encore aujourd'hui là-dessus. En parlant de flux financiers, tu parlais tout à l'heure de gas fee, en fait, quand tu exécutais ton contrat. Ouais. Tu as parlé également d'Oracle qui permettait de prédire certaines choses. Est-ce que sur Tezos, par exemple, vous avez la possibilité de prévoir combien l'exécution de mon contrat va être coûteuse en avance? Oui, très bonne question. Je ne sais pas trop dans les autres blockchains, parce qu'il y a certains que je n'ai pas vraiment trop utilisés, mais dans la plupart, on va dire, des blockchains où il y a une wallet, avant de confirmer une transaction, votre wallet va vous demander va vous montrer une pop-up à confirmer avec un payload, avec les informations détaillées. Ok. Donc là, je ne sais pas si on a vu, non, on n'a pas vu, mais si jamais dans votre wallet, quand ça pop, il va y avoir une pré-exécution en fait de votre contrat. Pourquoi? Parce que les estimations de frais, ils sont pas magiques en fait. C'est pas comme ça, waouh, je vous sors un chiffre, on ne sait jamais. Non, en fait, tout ce qui concerne les frais d'exécution, en fait, on va pré-exécuter votre contrat, votre transaction par rapport au contrat. Donc ça sera fait pas dans la chaîne, mais ça sera une simulation pour savoir combien de temps il dure. Donc le nœud va faire ça en fait. Il va regarder combien de temps il va durer sur une exécution locale et il va regarder combien de place il va prendre au niveau du stockage. Il va vous retourner ces chiffres dans la wallet. Les chiffres que vous voyez dans la wallet, ce sont ces chiffres-là. C'est une espèce de pré-estimation, c'est un estimateur en fait. Et il va vous retourner ces chiffres-là et vous dire est-ce que vous êtes d'accord à payer ces frais-là. C'est important de savoir parce que s'il y a de la congestion sur le réseau, il prend aussi le fait qu'il y a d'autres, il y a un prix moyen sur le réseau, etc. du gaz qui tourne et il va vous donner une valeur parce que si les frais sont trop importants, vous allez dire oh là, il y a beaucoup de monde sur le réseau, là je vais peut-être pas cliquer tout le temps, je vais peut-être attendre cette nuit qu'il n'y a personne et je vais passer ma transaction. Donc il y a une pré-exécution pour le calcul des frais et il y a une pré-exécution aussi pour la validité de votre transaction. C'est très important de savoir si votre transaction elle va passer ou pas passer. Parce que vous pensez qu'elle va passer tout le temps. Et imaginez que vous passez, il y a un bug dans le front et vous passez un faux paramètre. Je ne sais pas si je l'ai dit plusieurs fois, mais un smart contract, il est déterministe. C'est pas possible de lui passer un paramètre qui n'existe pas. Il ne marchera jamais. Donc votre wallet va vous dire, voici l'erreur. Il va vous sortir l'erreur de la pré-exécution de votre smart contract. Vous avez passé un paramètre qui n'existe pas, qui n'est pas prévu. Pourquoi? Parce que je disais, c'est déterministe. Vous avez fait un if, un else, et vous avez oublié le dernier cas, le default là. Dans votre smart contract, il ne va jamais compiler en fait. Donc ce genre de truc-là, votre smart contract, il est forcément déterministe. Parce qu'on a des langages qui sont déterministes et qui ne permettent pas de faire des edge cases. Donc quand vous avez passé un paramètre qui n'est pas prévu et qui n'est pas dans le cadre, votre wallet va vous dire, voici l'erreur, et va vous le dire tout de suite. Elle vous laisse le choix par contre de passer la transaction. Vous dit, vous pouvez essayer, mais je suis sûr que ça va échouer. Allez-y, gaspillez votre gaz, mais ça va échouer. Et effectivement, ça va toujours échouer. Donc vous y faites ignorer. Hop, non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, ou peut-être qu'il y a un bug dans le front, je ne sais pas. Et je vais regarder à 2 fois et essayer de corriger le problème. Très bonne question. Du coup, je vais revenir effectivement sur le modèle économique. Puisque on remet en direct effectivement 2 personnes qui veulent faire un deal et que le modèle c'est de pas intermédier au milieu, prendre une commission. Est-ce que il y a une réponse à quel est le modèle économique pour gagner de l'argent en Web3? Alors, est-ce qu'on a des exemples par exemple? Alors, il y a toujours des frais à payer minimum. Ça s'appelle le gaz. Vous voyez, c'est le gaz minimum à payer. Ouais. Pourquoi? Ce sont les frais de l'infrastructure. Donc, je répète encore, une blockchain, c'est un cloud. Un compute, un storage. Donc, il faut payer ces nœuds-là, ces mineurs ou ces bakers. Donc, tu auras toujours un frais minimum quand tu veux passer une transaction. Ça, tu ne veux pas y échapper. Pour la personne qui veut interagir avec quelque chose dans la blockchain.
Un smart Mais contract. ça, c'est les deux personnes qui veulent faire un deal, elles vont payer le gaz. Mais pour une entreprise... Non, il y a juste celui qui va passer la transaction, l'initiateur de la transaction qui va payer. Pas une autre personne. Parce qu'en fait, tu peux juste interagir avec ton smart contract sans avoir forcément une deuxième personne. Hein. Tu peux stocker tes données, interagir avec, je sais pas, faire des trucs. T'es pas forcément une deuxième personne tout de suite. Comment gagne sa vie une entreprise Ouais. qui veut offrir, qui veut porter une valeur ajoutée sur le marché en mettant deux des personnes qui adhèrent à cette valeur ajoutée et qui veulent se l'échanger? Comment elle gagne l'entreprise au milieu si elle ne peut pas intermédier? Ce que je te comment disais, elle gagne? il faut bien mettre une commission à un moment donné si tu veux. Soit tu le fais de façon gratuite. Mon jeu Shifumi, c'est un jeu gratuit. Parce que là, tu payes des frais de base et c'est tout. Il n'y a pas de commission qui rentre en jeu. Le modèle C'est un de jeu base, gratuit, voilà. Mais si tu es une vraie société commerciale, tu vas te dire, bah j'en ai sué pour faire ce développement-là, il m'a fallu faire les machins. Bon, je vais mettre un frais arbitraire que j'ai décidé que ça fera. Ça peut être infime, ça peut être un gros frais. Bah, si tu mets un gros frais, il n'y a personne qui va utiliser ton service. Bon, va. le principal modèle économique aujourd'hui, c'est la commission. Exactement, c'est du pay-per-use et il n'y en a pas d'autres. Alors, ça pose un problème. On va en parler là maintenant. Ça pose un problème parce que y a des gens qui s'appellent des artistes et ils veulent parfois pas être payés à la transaction. Tu vois, quand je fais une œuvre, bah, mon œuvre, je la vends, je suis payé une fois à la com, mais les artistes, ils veulent des royalties en fait. Ils veulent que quand elles se baladent, je veux récupérer des sous à chaque fois qu'il y a un transfert d'argent. Donc ça, tu peux encore arriver à le faire. Parce que tu contrôles le contrat, tu peux arriver à faire un système de royalties à chaque transaction. L'artiste de départ peut recevoir une partie des coms. Ça, c'est sympa, hein, franchement. Mais il y en a d'autres qui disent ça va pas assez. Moi, je ne veux pas que ça marche comme ça. Moi, je veux recevoir une rente. Et je veux pas que ça soit basé sur les transactions. Là tu es contre le modèle. Donc, il y a des trucs qui sont très discutés dans le domaine des artistes. Pour mettre en place, je crois que ça s'appelle Harbinger ou un truc comme ça, Harbinger. C'est un espèce de système de rente qui n'est pas basé sur les transactions, souvent sur des NFT, et en fait c'est basé sur la durée. En fait, tu vas posséder en fait une valeur qui au cours du temps va diminuer. C'est une espèce d'usure en tant qu'acheteur. Ton truc va s'user, quoi. Si tu achètes une voiture, elle va s'user. Donc tu achètes un NFT, elle va s'user au cours du temps. Et en fait, le delta d'usure va revenir en fait au créateur de l'objet. C'est pas facile à mettre en place. Moi, j'en ai pas fait. C'est basé sur c'est un système d'Harbinger, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est très très discutable. Et les artistes en veulent certains, et d'autres ils disent bon, c'est pas grave. Moi, soit je suis payé une fois quand j'ai vendu mon art, ou alors à chaque fois qu'il y a une transaction, moi ça me va, je prends une com et j'ai pas de souci. Donc, il faut bien comprendre effectivement comment marche le modèle de base, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, on peut faire un système à la transaction unique. Après, l'objet, l'asset digital vit dans la blockchain. Donc, à chaque fois qu'il est transféré, on peut capter la valeur à chaque transfert. On peut savoir à qui il appartenait au début. Donc, on peut faire des trucs sympas, hein. Mais il y a des trucs qui sont un peu limites, basés sur le temps, sachant qu'on ne veut pas se baser sur les transactions. Ça détourne un peu le système. Mais bon, il y en a qui ont beaucoup d'imagination. Est-ce qu'il y a des questions sur le modèle économique? Des trucs bizarres que vous avez vus ou vous voulez parler d'un sujet particulier? Des NFT, j'en sais rien. Oui, là, peut-être en haut, sur la... Tu parles d'ICO Bon, excuse-moi. je n'essaie pas de tomber dans les cryptos, j'avais dit, hein, pas de crypto. Il y a beaucoup de shitcoins, voilà. 90-95% du marché, ils vendent des trucs. Alors, merci à la loi MiCA, je veux dire. Des fois, voilà, je dis pas merci aux États-Unis par rapport à leur loi actuellement sur les cryptos, mais disons qu'au niveau des Européens, pour une fois, ils ont réfléchi. Bon, ils sont en retard, ils ont arrivé doucement, ils ont pris des cas par cas, mais maintenant, ils arrivent à quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ok. Ils ont essayé de catégoriser les tokens. Ok, n'importe qui peut faire des tokens. Moi, j'ai des librairies, j'appuie sur un bouton, j'ai un token. Ok. Bon.
Techniquement, c'est pas compliqué. Il y a des standards dans toutes les blockchains. Le problème, c'est que qu'est-ce que représente ton token? Et c'est ça la loi MiCA aujourd'hui. Que représente ton token? Donc, je fais une ICO, je vends des tokens, achetez-les. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est derrière la promesse? Qu'est-ce que ça représente? Que le token, il va monter le cours? Ça s'appelle un schéma de Ponzi, c'est du rug pull. Donc ça, c'est 90% des shitcoins que tu vois. Enfin, tu jettes à la poubelle, ça vaut rien. Enfin, des PP coins, des Dodge machin, là, des Shiba, ça vaut rien. Il n'y a aucune promesse d'ailleurs. Quand j'achète un token natif d'un L1, un Ether ou un Tez, un XTZ pour Tezos, quelle est la promesse que j'ai derrière? Est-ce que je vais chercher du rendement? Est-ce que je vais chercher une spéculation avec un prix du token qui monte? Je suis débile et j'écoute tous les influenceurs à Dubaï. Oui, mais si j'ai compris à quoi ça sert, non. Ça sert à quoi? Ça sert à faire tourner l'infrastructure, point barre. Le prix du token, c'est le prix du cloud. Faire tourner le cloud. C'est tout. C'est ça la valeur intrinsèque. Et sur Bitcoin, c'est le prix d'électricité, du matériel. Voilà, point barre. Ok? Donc ça, c'est pour les tokens natifs. Bon, alors, hormis les tokens natifs, je peux créer des tokens custom sur une blockchain. Donc ça, il y en a plein, les Shiba, les machins, les trucs comme ça, les shitcoins. Que représente ton token? C'est là où c'est important. On part en dehors de la spéculation. On ne peut plus parler de la spéculation. Le truc qui va monter, on s'en fout, ça ne promet rien du tout que ça va monter. Il y a plusieurs catégories. Si tu regardes la loi MiCA, tu as des tokens qui représentent une monnaie native qui n'est adossée à rien. Ce sont les tokens natifs. Okay, les Ethers et tout ça. Il les laisse tranquilles. Dans la loi MiCA, il les laisse tranquilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de spéculation trop dessus, en fait. Il y en a un peu, hein, mais comme je te disais, le but, c'est de faire tourner l'infrastructure, en fait. Donc, il y a un système économique qui permet de rémunérer les acteurs. Il y a de la compétition entre les acteurs. C'est pas centralisé, attention. C'est aux États-Unis, c'est ça le gros problème. C'est qu'il y a beaucoup de blockchains où c'est centralisé. Il y en a qui détiennent une grosse partie du stake, hein, des VC qui ont presque tout le stake. C'est pas une blockchain décentralisée. Du coup, ils veulent leur taper dessus. Du coup, ils ont dit, Ether, c'est une security, et hop, là, on leur tape dessus. Ok, donc ça, c'est la partie. Ce sont des tokens qui sont adossés à rien et qui sont là pour faire tourner la blockchain. Bon, il les laisse tranquilles. Ensuite, il y a tous les tokens qui sont adossés ce sont des trackers, ok? Si tu connais un peu le système des trackers. Donc, ils vont les répliquer en cours de quelque chose d'autre. Il y a un sous-jacent. Donc, par exemple, j'ai un tracker, j'ai un gold coin. Je ne sais pas si ça existe, sûrement. Il va suivre le cours de l'or, il va traquer le cours de l'or, il va essayer de répliquer de façon synthétique le cours de l'or, etc. Il y a quelque chose derrière. Ok? C'est l'or. Ça existe, physique. Ok? Donc là, il va leur taper dessus. Ça rentre dans une catégorie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est ART, je ne sais plus. Ça va se baser sur une chose. Ça, c'est par exemple par rapport à l'or. Il y a un autre qui va aller suivre le cours de l'euro. Ok, il y en a plein, c'est des stablecoins. Le cours de l'euro, le cours de l'USD, c'est Tether, c'est Cycle, c'est tout ce que tu connais de stablecoin. On est bien adossé à quelque chose. Ok, elle est pas partie nature, elle réplique le cours de quelque chose. Elle représente un stablecoin, un USDT par exemple, représente $1. Un USD, cours fixe, stablecoin. Après, tu as tes algorithmes. Bon. Ça, ils vont les tuer, les trucs algorithmiques. Donc là, on part sur une nouvelle catégorie. Et là, il y a la législation qui va s'y mêler. Donc MiCA, ils sont clairs. Il faut que tu aies une entité légale. Il faut que tu aies de la réserve. Il faut que tu prouves, dans le cas de l'or, par exemple, que tu as la réserve en or. Tu deviens une institution financière. Tu es régulé par soit au niveau national si tu es petit, soit au niveau européen si tu es gros. Parce que tu as la loi MiCA, elle va sortir pas longtemps. Tu es une institution financière. C'est fini. Hein. Fini pour toi. Tu as KYC, tu as Proof of Reserve, tu as tout ça qui te tombe sur la gueule. Normal. Donc ça, c'est une autre catégorie. Après, tu as tout ce qui est utility token. Ça, ils ne savent pas trop quoi en faire. Alors, ils laissent tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est un utility token? C'est une promesse de service. J'ai un bon pour faire un tour de manège à Antibes, là. C'est un utility token, en fait. Donc, j'ai un... Voilà. C'est une promesse que quand j'arrive, je vais voir le mec et je lui donne l'utility token. Je dis, bon, j'ai un bon pour faire un tour de manège. Il va me
donner le service et il va burner en fait le bon que je lui donne. Là, ils font pas trop chier, Mika. Ils disent bon, bah, on va laisser tranquille ces gens-là. Un petit token, c'est un service, il a mis un prix, bon, on fait ce qu'il veut. Tu as vraiment un service en face, hein, ok. Une autre catégorie. Et après, qu'est-ce que tu as? Je réfléchis. Bah, tu as tout ce qui est les NFT, ils savent pas quoi en faire. Aujourd'hui, Mika, les NFT, ils ont botté en touche. Ils vont y arriver. Hein. Mais pourquoi? Bah, pour moi, parce qu'ils comprennent pas encore ce que c'est un NFT. Et puis sur la définition des NFT, non-fungible. Mais dans les NFT, des fois, il y a des fungibles. Hein, tu as des collections avec plusieurs quantités, donc ils sont perdus. Là, ils sont perdus dans la législation. On est fungible, il y a des non-fungible, il y a du fungible et non-fungible. Ils sont perdus. Donc ils ont dit bon, on va faire des non-fungible. Regardons ce qu'il y a. Il y a des mecs qui se vendent des CryptoPunk là. Qu'est-ce que c'est ça? Des JPEG. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils se vendent des morceaux de papier là, un peu digitalisés. Tu peux les copier comme tu veux. Ils savent pas quoi trop en faire. Après, ouais, il y a des gros capitalisations. Il y a des mecs qui se vendent des gros trucs là quand même. Faudrait peut-être les taxer quoi. Donc ils savent pas trop, ils ont hésité. Finalement, ils ont botté en touche dans la première version en disant on y reviendra plus tard. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les NFT ou les fungible tokens, ce sont, et ils vont dire, ben, ils vont rentrer dans les paniers quoi. Hein. Que représente ton putain de NFT? Est-ce qu'il représente juste une image? Ok, bah si tu veux, c'est une image. Prends-la. On va pas te taxer une image. Que ça sert à quoi taxer une image? Ça sert à rien. Ok, ton NFT, c'est un billet d'entrée pour un concert. Ah, intéressant. Ça, c'est différent, ça. Ton NFT représente un billet d'entrée pour un concert. Bah, c'est un utility token. Tu vois? Donc, ils vont prendre tous ces trucs-là qui sont un peu hybrides et pas trop dans les cases, et ils vont commencer à les mettre dedans. Donc, c'est ce qui va se passer dans une deuxième phase, je pense. Ils vont dire, bah, les NFT, maintenant, tu dis à quoi il sert, là? Parce que c'est pas clair. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui lèvent des fonds. Alors, on y arrive sur les ICO. Ils créent des tokens et ils vous disent allez-y, j'en ai besoin pour démarrer mon projet. Alors, les gens ils achètent, wow, c'est intéressant, j'achète des tokens. Ok, quelle est la promesse derrière? La plupart du temps, c'est du bullshit. Vous regardez, bah regardez bien, il n'y a rien écrit. Bah, participer à mon projet, c'est sympa, merci pour le poisson. Et j'en vois plein de projets comme ça de start-up viennent me voir et font moi j'ai besoin d'une ICO, j'ai besoin de lever des fonds. Je fais mais c'est quoi la promesse derrière? Est-ce que c'est une security, c'est une equity? Est-ce que vous prenez part dans l'entreprise? Est-ce que ce sont des parts de l'entreprise? Ah non, surtout pas, pas qu'ils soient propriétaires. Ah, bon, alors déjà c'est pas un security, c'est pas un equity quoi. D'accord, ok. Est-ce que c'est un utility token? Est-ce que vous leur promettez, vous faites, je sais pas, des enceintes audio là? Est-ce que vous leur promettez, grâce à ce projet-là, vous allez récupérer l'enceinte audio? Un utility token, c'est-à-dire, c'est pas vraiment un service, mais c'est un produit, c'est pareil. Je lui promets un produit. Ah bah non, ça va pas, on va faire de la R&D, non. On leur donnera pas le produit, il faudra qu'ils l'achètent. Ah bah c'est pas du tout un utility token, merde. Alors qu'est-ce qui reste? Est-ce que vous leur faites une obligation, un bond en anglais? C'est-à-dire, c'est juste un prêt, quoi. Vous mettez des sous, j'en ai besoin pour faire mon business, et puis quand j'arrive à vendre des choses, ben je vous redonne des dividendes jusqu'à vous rembourser. C'est ça, c'est un prêt. Ah bah non plus. Alors si ça c'est pas dans toutes ces catégories-là, qu'est-ce qui reste? Bah du shitcoin. C'est-à-dire de la spéculation, du bullshit, de tout ce que tu veux. C'est une arnaque, c'est un scam. Ok? Donc il faut que ton token il représente quelque chose. Alors j'ai eu des trucs sympas aussi. Je dirais pas non. Bon alors moi je veux que ça fasse à la fois un utility et à la fois un share et à la fois je sais pas quoi. Ça fait tout à la fois quoi. Waouh, ça c'est pas mal quoi. T'as un token qui représente tout à la fois. C'est sympa. C'est-à-dire que le mec quand il va cramer son token pour faire un utility, il perd les parts de l'entreprise. Ah merde, j'y avais pas pensé. Ah ben alors on va faire 3 tokens différents alors. On va le splitter en 3, on fera une part d'entreprise, un utility, un machin. Bon, déjà, c'est un peu mieux. Au moins, c'est catégorisé et au moins, il y a une promesse et il y a un écrit derrière. Donc, dites bien sur quel token fait quoi, parce que sinon, on va être perdu. Hein. Ah ouais. Donc, déjà, les gens qui sont dans le business, ils ne comprennent même pas déjà les différents instruments financiers. En fait, ils sont pas dans la finance, ils ne comprennent pas les instruments financiers. Qu'est-ce que ça représente derrière, en fait, de vendre des assets digitaux?
Donc il faut déjà les éduquer là-dessus. Ce que je fais souvent avec les startups, je leur explique mais que représente votre token, et la plupart du temps ils ne savent même pas. Moi je veux lever des fonds, je veux des sous pour faire un projet. Mais c'est pour faire quoi? Quels représentent ces tokens? Vous allez donner à des gens là. Ils vont être propriétaires de quelque chose. Qu'est-ce que vous leur vendez? Et là souvent c'est difficile à répondre. Donc, merci pour la question. En plein dans le business. Bien, visiblement, on a fait le tour des questions. Plus de volontaires? Ok. Bien, merci Benjamin. Bah, de rien. Ah, une dernière question, vas-y. Allez, une dernière. Ces questions, elles sont super intéressantes, effectivement, de qualifier. C'est ce que cherchent à faire les impôts, c'est la qualification du token. Qu'est-ce qu'il représente? Tu l'as très bien dit. Une monnaie, une crypto-monnaie, un token, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire circuler et échanger de la valeur dans une communauté particulière. Une communauté ou géographique ou culturelle, etc. Et donc, c'est pas forcément limité. Hein. Pardon? C'est pas forcément limité. Au niveau des boundaries, tu peux... Tout à fait. Mais elle permet, à l'intérieur d'un système particulier, et les propriétaires de tokens peuvent se servir de ce token comme une monnaie pour faire échanger de la valeur, effectivement. Souvent, c'est fait sous forme de vote de gouvernance. Hein. Un token de gouvernance, à ce moment-là. Oui, tu achètes des droits, en fait, qui existent aujourd'hui quand tu achètes en fait, des parts d'une entreprise. Tu peux acheter des parts d'une entreprise avec droit et sans droit. Tout à fait. Ouais. Un droit de préférence, ou enfin, des actions de préférence ou pas. Ça marche aussi comme ça. Voilà, mais c'est extrêmement intéressant. Et un des business models là-dessus, c'est en effet de permettre de livrer un système. Quand tu fais une ICO, quand tu vends des tokens, c'est bien de catégoriser, comme tu disais tout à l'heure, où tu as un token utilitaire. Alors, en général, c'est compliqué de lever des fonds avec 3 catégories de tokens différents. Ça devient compliqué, parce qu'en effet, on tombe sous toutes les catégories de la loi, etc. Mais ça n'a pas de sens, surtout, comme je te disais. Tu utilises, tu burns ton utilité de token, tu burns ton part d'entreprise. Tu peux pas mettre tous les œufs dans le panier. Quoi. Si tu essayes de faire un token qui a les 3 caractéristiques en même temps, ça marche pas. Non, ça marche pas. On est d'accord. La question plus pragmatique, c'est tu résides où? Si on veut te consulter après, moi, je suis sur Jean Lépin, je suis pas loin. Ah, bien. Très bien. Mais oui, après, je suis disponible sur le web, tu me trouveras facilement. Très bien. Oui, je suis sur 50 réseaux sociaux en même temps. C'est bon. Et ta présentation, on peut la récupérer peut-être avec Julien. Je peux envoyer le lien après. Elle est disponible en ligne, c'est du web. Elle est open. Effectivement, elle a été enregistrée par notre ami Frédéric qui est là-haut. Ou la vidéo, oui, aussi. Et on l'enverra directement à Blockchain Innov qui vous la rediffusera sur demande, j'imagine. Est-ce qu'on trouve tes coordonnées sur Blockchain Innov, Benjamin? Je sais pas, on a le registre, il y a un NFT, je sais pas si on m'a mis les coordonnées. Sinon, t'as mon Twitter au début, on peut le remettre si tu veux. C'est Benji_Fuentes, c'est moi. Voilà, après je suis chez Marigold, tu me trouveras dans le registre sur marigold.dev. C'est la société sur laquelle je suis. Et après, voilà, je sais pas, sur Blockchain Innov, on a la liste, ok, on a les gens, mais je sais pas si on a les contacts, adresses qui apparaissent. Sinon, LinkedIn est un bon outil de recherche. On peut s'échanger après, j'ai un QR code, ça ira plus vite. Très bien. Merci pour ce talk qui nous permet d'y voir un peu plus clair en fait, sur la blockchain, ses tenants, aboutissants, peut-être limites dans certains cas, et opportunités. Mais de rien, et c'était important de parler de la partie business parce qu'on n'en parle pas souvent en fait, voire pas du tout. Les gens du business ils sont souvent perdus quand ils arrivent dans le Web3 en se disant ça c'est des trucs de geek, là c'est des trucs de spéculation, de machin. Qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Est-ce que je peux faire des applications là-dedans ou pas? On voit qu'on peut faire même des jeux tour par tour pour dire qu'on peut faire des choses sympas. Donc c'est pas du bullshit. On fait des applications pratiquement Web 2, je dirais pratiquement. Il y a quelques contraintes par rapport à la latency, on a vu. Mais il y a des avantages. Il y a des avantages qui fait qu'on peut aller distribuer son jeu ou son application partout. On peut s'abstraire de toutes les sortes de parties financières. Je ne me suis pas interfacé avec PayPal pour faire des échanges d'argent. Voilà, c'est complètement natif en fait au niveau de la blockchain.
Donc on a des avantages, on a des inconvénients. C'est un autre modèle économique, donc il ne faut pas essayer de reproduire ce qu'on connaît dans le Web 2. Il ne faut pas faire du monopole, du machin comme ça, en disant je vais tuer tout le monde et je vais mettre des silos partout. Et voilà, ça ne marchera pas, c'est pas fait pour. Et qui sait, peut-être demain des billets d'avion sous forme d'utility token sur une blockchain. Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein, des billets de n'importe quoi, d'avions. Il y a des royalty programs. Il y a énormément de projets sur des royalty programs. Il y a 50 startups qui se lancent dessus. Et tout ce qui est billets, il y a toute la billetterie. On a Billy, qui est une startup sur Tezos qui vend de la billetterie pour des concerts, pour des entrées de n'importe quoi, qui est basée sur Tezos. Et on ne voit pas qu'il y a Tezos derrière, en fait. Le but du Web3, c'est d'avoir une user experience qui est la plus soft possible pour Madame Michu. On n'a pas le passé de Madame Michu, mais Madame Michu, elle n'a pas envie d'installer un wallet parce que c'est pas ce que c'est, elle n'en veut pas. Donc comment on fait pour mettre Madame Michu à l'aise avec des applications Web3 sans qu'elle voit? On a des solutions. Je parlais des web wallets. On va dire à Madame Michu, elle a bien un email, Madame Michu, donc elle peut se connecter avec son email. Ça peut marcher, et son compte Google, peut-être qu'elle a un compte Google, on ne sait jamais, ou Facebook. Du coup, elle se connecte, elle a une clé privée sans le voir, et elle va signer des transactions. Elle va dire, oh, qu'est-ce que c'est? C'est le truc de ma banque? Non, c'est ta wallet qui est en train de te parler pour signer une transaction, et elle te montre ce que tu es en train d'envoyer. Je ne sais pas si je vais regarder, mais souvent les applications bancaires, maintenant, elles vous montrent, quand vous allez faire une validation d'une transaction, elles vous montrent le montant, le destinataire, et maintenant, il y a quand même pas mal d'informations. Avant, il n'y avait pas grand-chose, maintenant, il y a quand même pas mal d'informations pour bien vérifier que c'est bien à l'envoyeur que vous allez envoyer tant d'argent. Vous pouvez vérifier ça, c'est exactement la même chose avec une pop-up d'une wallet qui va vous demander de signer une transaction. Vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe et dire ok, c'est bon, c'est pas un scam. Il y a eu énormément de scams sur le fait qu'il y a des wallets qui ne montaient pas assez bien ce qui se passait au niveau de la transaction. On croyait se connecter à la bonne application, on se connecte sur un site de phishing tout simplement, et quand on valide la transaction, elle te dit je transfère tous mes assets vers une adresse que je ne connais pas. Et il y en a énormément, il y en a encore. Et du coup, c'est pour ça que les wallets vous permettent de regarder le payload, c'est-à-dire la partie détaillée en fait de ce que vous allez passer comme ordre. Et vous pouvez vérifier que c'est bien le bon destinataire, c'est bien les bons montants et c'est bien les bonnes actions que vous voulez faire, parce qu'on ne fait pas juste du transfert de paiement, on fait énormément de choses. On fait une vraie application, on peut passer des vraies données. Voilà, comme le jeu. Le jeu permet de passer des vraies données en disant je veux jouer telle action. C'est une main, c'est une feuille, c'est un papier, etc. Un caillou. Et voilà, faites très attention. Donc Madame Michu, elle va commencer peut-être à s'acclimater et avoir une UX qui ressemble au Web 2. Le but du Web 3, c'est vraiment de cacher cette partie-là parce que c'est extrêmement technique. C'est pas forcément le plus sexy aujourd'hui. Et on veut essayer de rendre la vie facile des utilisateurs. On va leur montrer un truc qui ressemble à du Web 2. Quand on joue à un jeu comme ça, on n'a pas trop l'impression. On a un temps d'attente qui est un peu plus long peut-être, on ne s'en aperçoit pas forcément. Et pourtant, c'est un jeu complètement on-chain de Web 3. Et ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.